Quelques jours, j'avais fait une vidéo sur les différents personnages jouables de Fear and Hunger et aujourd'hui, je trouve que les personnages de Fear and Hunger Termina, en final, on sait pas grand chose sur eux. Donc aujourd'hui, je vais couvrir les 7 premiers personnages par ordre alphabétique. Donc si vous voulez voir la suite, bien sûr, où on parlera d'autres personnages de Fear and Hunger Termina, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo, la vidéo qui parle de tous les personnages jouables de Fear and Hunger. Le festival de Termina, vous le savez, ça ressemble plus à une battle royale. Les concurrents ont 3 jours pour s'entretuer ou se laisser mourir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul, s'ils attendent trop longtemps. Mais la lumière du dieu de la lune, Rare, révélera qui ils sont vraiment et une démonstration de transformation de chair et d'os, comme l'a dit un certain youtubeur. Nous connaissons seulement 14 âmes malheureuses, et qui, avec cela, avant de commencer, si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner, cela signifierait beaucoup pour moi. Je suis si proche des 2000 abonnés et si vous n'êtes pas abonné, comme 70% de la chaîne, j'apprécierais vraiment que vous le fassiez et vous pourrez toujours vous désabonner plus tard si vous détestez ça de toute façon. Continuez avec la vidéo. On va commencer donc par ordre alphabétique. Allons-y donc logiquement avec Abella, née à Old Cherry en septembre 1914. Sa patrie a été ravagée dès la Première Guerre mondiale. Contrairement à tout ça, Abella a eu quand même une bonne enfance, avec une famille nombreuse au début de sa vie. La Seconde Guerre mondiale commençait et Abella était collée à la radio et écoutait ce qui se passait dans le pays, l'Est de l'Europe, à l'abri des lignes de front. Elle était de toute façon trop jeune pour se battre, mais elle voulait aider pour pouvoir bricoler la radio qu'elle aimait entendre davantage. Ce faisant, elle a acquis une passion pour l'électronique et quelques années plus tard, en s'occupant d'elle, sa famille est devenue très frustrée parce qu'elle ne pouvait pas aider encore plus. Mais avec ses connaissances en ingénierie extrême, elle était plus utile à la maison. Et tard dans la nuit, elle marchait dans une ruelle et a trouvé un homme blessé, que vous pouvez choisir d'aider ou non lors de l'introduction. D'ailleurs, chaque personnage de Fear and Hunger 1 et de Fear and Hunger Termina a son introduction qui est expliquée sur ma chaîne. Donc allez chercher un peu dans les vidéos, mais vous pourrez trouver comment optimiser l'introduction d'Abella ou de chaque personnage. On revient sur la vidéo. De toute façon, elle le fouille, celui qu'elle trouve par terre, et qu'on peut choisir d'aider ou non. Et elle découvre qu'elle est elle-même membre d'une force de résistance, connue sous le nom de Liberty Underground, sans nom ou NLU en abrégé. Ce groupe était aligné avec aucun des deux côtés de la Grande Guerre, l'Union de l'Est ou l'Empire de Brême. En fait, ils le faisaient. Ils faisaient de leur mieux pour contrecarrer les deux côtés de la guerre. Leur but, arrêter les fusions de sang. Aussitôt que possible, soit en parlant avec l'homme qu'elle a sauvé, soit en trouvant elle-même la NL. Elle parle avec un membre de la NLU et elle décide qu'elle est largement alignée sur leur objectif. Elle a rapidement trouvé une maison avec eux. Avec son ingénierie avancée, elle est devenue extrêmement fiable et extrêmement importante pour les plans. Il voulait donc qu'elle aille découvrir une arme secrète que l'Empire d'Orient développait et qui intéressait extrêmement l'Empire de Brême, dans une ville appelée Préal, la capitale du pays de Bohême. Si vous voulez savoir ce qu'est réellement cette arme, je vous suggère de regarder ma vidéo sur le dieu logique. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Ici, la NLU a donné à Abella une paire de chaussures rouges remarquables pour que les autres membres sachent secrètement qui elle était quand elle serait là. Et avec cela, elle a été mise dans le premier train pour guérir. Une fois qu'elle était en route, le train s'arrête mystérieusement quand elle fait un rêve à propos d'un homme étrange avec un visage peint qui lui parle du festival de Termina. Ça doit vous parler. Elle se réveille ensuite et essaye de réparer le train, mais étrangement, je ne peux pas découvrir ce qu'il ne va pas. Elle devrait partir à partir de là. À ce moment-là, vous prenez le contrôle d'Abella. On ne sait pas ce qui se passe canoniquement, car vous n'êtes pas obligé de jouer avec elle. Mais elle a une interaction unique avec un autre membre, Kalura. Si elle essaye de se reposer dans la maison de Mei, il essaiera de s'imposer à elle autrement. Nous ne savons pas ce qui lui arrive canoniquement, si elle trouve logique l'arme ou non. Cependant, si elle gagne le festival, elle décidera de le prendre comme une bénédiction après avoir combattu le boss final des traces du dieu de la lune Rare. Elle prend ses connaissances et veut aller voir Rare et commence la course à l'espace. Elle conçoit ensuite la première fusée. Mais à part ça, on ne sait pas ce qui arrive. Et quand on regarde sa forme de Moonscrotch, sa brûlure de lune, si vous ne jouez pas avec elle, elle prendra la forme d'un étrange éléphant, étant quelqu'un qui est extrêmement musclé et qui a une apparence extrêmement masculine. Mais si vous voulez regarder un peu plus en profondeur sur la lune, sa forme de brûlure, vous pouvez le voir ici. Je ne discuterai pas de toutes les formes de brûlure dans cette vidéo, car j'ai déjà fait une très longue vidéo très intéressante sur toutes les brûlures de lune. La prochaine étape, le prochain candidat est Out. Out est l'un des candidats non jouables, donc on va parler aussi un peu d'eux. Cependant, il n'y a pas autant d'histoires sur lui, nous en avons encore un peu.
Nous ne savons pas exactement quand Auguste est né, mais nous savons que c'était en juillet, à cause de son âme tourmentée. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les interactions ou les événements possibles dans Fear and Hunger Termina avec Auguste, hein, vous connaissez la routine. Il y a une vidéo qui est disponible, bien sûr, sur la chaîne. Il n'a pas l'air trop vieux, on va supposer qu'il est entre 40 et 50 ans. On pense qu'il est né à la fin des années 1800, probablement vers 1890 environ. Mais nous ne savons pas grand-chose de son enfance, à part qu'il est né dans une garde plus âgée que son grand-père parlait de lui une langue de la garde âgée qu'il a rapidement reprise lui-même dans les histoires que son grand-père racontait à ses ancêtres qui auraient un lien avec le Kaiser, le chef de l'armée de Brême, le garde. Le Kaiser était l'ennemi d'un de ses ancêtres dans les années 1500. Attention, vous l'avez reconnu peut-être hein, si vous avez suivi si vous suivez assidûment toutes mes vidéos, vous vous rendrez probablement compte hein, que Auguste apparemment est un ancêtre de l'Outlander de Ragnar Valder qui était un protagoniste du premier jeu de Fear and Hunger. Vous pouvez voir son histoire dans une vidéo sur ma chaîne. Mais le Kaiser a atteint la divinité quand même. Malgré cela, le marchand de siphon avait un compagnon, un loup, un peu immortel, âgé de 500 ans. Je pense que ça vous parle aussi d'une manière ou d'une autre, ce loup était nommé Sans Lune. C'est le gardien de la famille d'Auguste. Et Moonless est toujours vivant, au fond d'une ville appelée Préal. Quelque temps plus tard, Auguste avait une femme et 2 enfants. Ce dont il est très fier, malgré son habitude de voyager et de vivre avec un style de vie nomade qu'il a toujours eu. Il s'assure que sa femme et ses enfants, qui se trouvent actuellement au pays de Valande, soient bien pourvus. Malgré cela, il apprend que le Kaiser a finalement été repéré dans la ville de Préal, la capitale de la Bohême. Auguste monte dans le premier train, à partir de là, Fear and Hunger aussi commence, et nous ne savons pas vraiment ce qu'est canon. On peut voir Auguste sauter de toit en tuant Moonscrotch et en accomplissant de nombreux exploits impressionnants pour un homme de 50 ans, lors de certains événements. Passons désormais à Karen, la photojournaliste, qui nous affirmera qu'elle a volé un livre d'août dans lequel tous les candidats de Termina étaient notés avec toutes leurs statistiques. Karen pense que c'est un livre juste au cas où Auguste aurait besoin de tuer le centre commercial et de survivre lui-même. Auguste nie cela. Et si nous ne le faisons pas, sachez, on ne sait pas encore si c'est vrai ou non, si le joueur opte pour la fin, il finira par se battre sans lune, Moonless, le chien de la fable des histoires du grand-père d'Auguste. Si Auguste est vivant ici, il calmera le chien et elle écoutera son compagnon et reculera. Auguste le fera, puis vous donnera au joueur des objets de guérison et excusez-vous et excusera Moonless en son nom. Le dernier événement avec lui est si vous arrivez au bunker blanc. Et par extension, le Kaiser, le tout premier jour, sera là pour essayer de le tuer, en lui mettant 3 bonnes flèches. Avant de se faire couper dans le combat, avec le Kaiser après, les flèches seront toujours là. À part ça, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons vraiment rien d'autre sur Auguste. À part le fait que ce soit un descendant de Rangva et qu'il a Moonless avec lui. Il ne passera jamais apparemment au Moonscrotch car il mourra toujours avant, donc en brûlure de lune. On ne verra pas sa brûlure de lune car il mourra toujours avant que cela arrive. Il n'est pas un personnage jouable, en tout cas, et le prochain n'est pas non plus un personnage jouable. Il s'agit de Kagura, un personnage injouable et un homme dégoûtant qui est un gangster dans l'univers de Fear and Hunger. Il est plus que probable qu'il soit du Vatican. Kalura est né en mars, quelque part à la fin des années 1800. Ou au début des années 1900. Nous ne savons pas grand-chose de son enfance, à part qu'il voulait devenir pilote en course automobile. En grandissant, cette ambition ne se réalisera jamais. Cependant, comme il a finalement été recruté dans une famille de la mafia nommée, la seule chose que nous savons sur cette famille est que sa branche était une branche rivale de la famille Ado. Et c'est là qu'un personnage différent, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo, dans le cadre de laquelle il a gravi les échelons de cette famille mafieuse et qui était connue pour son extrême cruauté envers les gens du Vatican, entendrait des murmures d'un gangster appelé le comte Dracul. Ce comte Dracul était évidemment Kalura. On ne sait pas pourquoi il a trouvé son chemin vers Préville, mais peut-être qu'il cherchait un gangster qui a tué le chef de famille, mais c'est très inconnu. Où commence Fear and Hunger 2? Si vous flânez autour du train au début, il vous poussera à part. Cela, il y a que 2 interactions uniques. Si vous incarnez 2 personnages différents. Si vous incarnez Abella, la femme dont nous avons parlé au début de la vidéo, il vous montrera à quel point il est vraiment un monstre, car il essaiera de s'imposer à vous, ce qui est vraiment mauvais. Et si vous incarnez Marco, nous parlerons un petit peu plus tard, si vous voyez du sommeil à certains endroits, il vous réveillera et essaiera de vous tuer en tant que gangster rival. Il est étrangement l'un des 2 candidats de Fear and Hunger qui essaye juste de gagner le festival. Il ne fait que tuer des gens. Il essaie de tuer Henrik, Karen, ainsi que
Lévi. Mais quoi qu'il en soit, il ne gagnera pas. Et sa forme de lune, si vous lui donnez la chance, et comme je l'ai dit plus tôt, si vous voulez une explication sur toutes les brûlures de lune, regardez une vidéo qui est sur ma chaîne qui explique toutes les brûlures de lune. J'ai dit que si quelqu'un faisait la fin assez tôt, bien que Caligore puisse survivre, nous ne savons pas si c'est canon, bien que c'est un personnage jouable très apprécié. Le personnage, justement, jouable préféré est le personnage nommé Dan, qui est du coup le personnage jouable préféré à celui qui a écrit une grande partie de cette vidéo, un anglais, je vous en ai parlé plein de fois, du nom de PugSR. Regardez bien sûr cette vidéo. Donc son personnage préféré, c'est Dan. Il est né dans l'équivalent des Pays-Bas, dans Fear and Hunger, qui n'a pas encore de nom. En 1913 ou 1914, ses parents étaient membres des Masques de Lapin, un culte de Sylvane bien connu dans le premier Fear and Hunger. La déesse de l'amour, le culte est nomadique et voyageait dans toute l'Europe pour organiser des orgies dans la forêt. Partout où il se retrouvait en bas âge, Dan se souviendrait de ses parents faisant apparaître les masques et s'enfuyant dans les prés avec les autres membres de leur culte, laissant Dan se défendre pour lui-même pendant plusieurs semaines à la fois. Malgré leur horrible parentalité, les parents de Dan lui ont enseigné quelques bases de la magie de guérison de Sylviane, dont il détestait l'idée à mesure qu'il grandissait, car cela est devenu un symbole de la négligence de ses parents. Environ 10 ans plus tard, lorsque Dan et ses parents sont allés à nouveau dans les bois, mais cette fois ils ne reviendront jamais. Ses parents mouraient dans l'orgie alors qu'ils se perdaient dans la sauce, comme on dit dans Fear and Hunger ou quelque chose du genre. Dan le ferait alors et il trouverait son chemin vers le royaume de Rondon, où il rencontrerait un ami qui l'aiderait à trouver un emploi de majordome. Il utiliserait ce travail de majordome pour se rapprocher d'un certain baron, Von Dutch, qui était médecin. Dan passera des années sous le règne de ce baron, se liera d'amitié avec sa fille. Le baron traitait très bien Dan, presque comme un fils, et lui enseignait même la pratique médicale de la médecine moderne, en échange de Dan lui apprenant la magie de la guérison de Sylviane. Dan n'avait aucune raison de dire non, et apprit les méthodes d'un médecin. Bien que jamais devenant officiellement des années qui passent, Dan tombera amoureux d'Élise, la fille du baron. Et le baron lui-même serait d'accord pour qu'il se marie. Avec la bénédiction du baron, ils se sont mariés. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale commencera vers 1935. Dan sera alors enrôlé, en raison de son jeune âge et de ses connaissances médicales. Dan envoyait des lettres à sa femme et à son beau-père, ce qui gardait son esprit en un seul morceau et lui donnait une raison de continuer à vivre. Mais un jour, les lettres cessèrent d'arriver. Dan était très inquiet à ce sujet. Et dès que le rondant se retirait, Dan se précipitait chez lui. Une fois arrivé là-bas, il a rencontré un grizzly. Sa femme et son beau-père étaient consommés par un rituel envers un dieu qu'il ne connaissait même pas. Dan. Il a essayé de ramener sa femme avec un rituel sylvien, où il sacrifiait une partie de son corps pour ramener une personne récemment décédée, où il a sacrifié un de ses yeux, mais il était trop tard de toute façon. Ils étaient tous les deux partis avec son œil, apparemment d'un rituel que le baron lui-même avait orchestré avec le baron déjà mort. Dan n'avait personne sur qui exprimer sa colère. Il était vraiment vide. La seule chose qu'il pouvait faire était de découvrir pourquoi le baron avait fait cela et pour quel dieu il l'avait fait. Rituel dans le symbole sur la scène du crime, l'un des documents du baron faisait référence à son départ pour une ville appelée Préal, avec rien d'autre à faire pour y aller que d'en savoir plus sur ce dieu qu'il avait pris dans le premier train possible. Ici, il fait partie du festival de Termina. Cependant, contrairement à presque tous les autres concurrents, Dan a des interactions uniques avec certains des nombreux patrons du jeu. Il y a 2 membres du culte du soufre qui sont des aiguilles et des points de suture. En les examinant, Dan découvrira que d'une manière ou d'une autre, ces 2-là étaient sa femme et son père. Mais leurs corps ont été brûlés par un feu sulfurique et leurs visages peints en bleu. Cela n'avait aucun sens. Cependant, Dan a vu leur corps. Comment pourrait-il finir ici? Il irait trouver quelque part où son calme pour contempler cet endroit où il sera retrouvé dans le blanc département de moisissure, où il trouvera le même symbole qu'il a trouvé dans la maison où le rituel a eu lieu. Il sera assis dessus pour le contempler. Si vous êtes Ossa, vous pouvez choisir de lui dire que ce symbole est le symbole du dieu du souffle. De toute façon, vous pouvez l'amener à rejoindre votre groupe ici. Il est probablement l'un des meilleurs membres de groupe, car il peut sacrifier des membres pour réanimer les membres du groupe tant qu'ils sont morts dans la même bataille. Si Dan gagne le festival, il ne ressentira toujours rien, et finira par avoir des nouvelles. Une entité, appelée Pocket Cat ou chat de poche, qui n'a plus rien à faire et nulle part où aller. Dan cédera au désespoir et deviendra le prochain vaisseau pour le Pocket Cat. Si Dan
et donc se transforme en Moonscrotch. Si Dan subit sa brûlure de lune, il ne le fera étrangement pas. Il acceptera simplement l'offre du chat de poche, plutôt étrangement avec une scène coupée, unique, vue seulement par Dan, donc plus que probable, si vous ne terminez pas sans Dan dans la fête, Dan sera mort, comme vous le connaissez, peu importe qu'il soit mort transformé en chat de poche ou en cultiste, juste comme sa défunte épouse et son beau-père. Dan n'avait vraiment plus rien quand il est venu, quand il a essayé de guérir, et il est plus que probable qu'il ne quittera jamais Henrik. Et le prochain est encore un personnage injouable, c'est donc Henrik. Donc il n'a pas beaucoup d'histoire en lui, mais nous savons un petit peu qu'il est né en 1909 dans le royaume de Rondan. Il a grandi dans une bonne maison, avec des parents normaux. Ses parents possédaient une taverne. Ici, il traînait là où ses parents travaillaient. Il aimait passer du temps dans la cuisine où il aidait jusqu'à son adolescence. Il commençait à cuisiner lui-même. Après quoi, il deviendrait barman ici. Il tomberait amoureux et se séparerait ensuite de quelqu'un. La raison pour laquelle mentionner qu'il a une horrible peur du rejet, à cause de tout ça, à cause de son travail de barman, il essaierait beaucoup de carrières. Il a essayé d'être acteur, d'être artiste, d'être musicien, et peu importe ce qu'il essayait, il abandonnait immédiatement à cause de sa peur du rejet. Il n'aurait jamais eu une chance de réussir à cause de sa peur. Donc finalement, à cause de tous ses échecs, il ferait le chemin de la honte jusqu'à la taverne de ses parents. Ici, il trouverait son prochain amour en cuisine. Il découvrira qu'il a enfin trouvé en fait sa route une fois pour toutes. Il était très bon en cuisine, il avait un talent naturel pour quelque chose, à tel point que les gens le verraient comme une sorte de Gordon Ramsay, sans le charme, ni les connaissances, ni l'expérience, et encore, sans le charme, ou à peu près n'importe quoi. Mais il a obtenu une certaine renommée grâce à ses compétences culinaires bien supérieures à la moyenne. Les journaux ont même commencé à écrire des articles sur la taverne de ses parents à cause de lui. Il a fini par stagner, même s'il a pris des vacances pour Préville pour trouver de l'inspiration pour de nouveaux plats, où les événements du jeu seront produits. Il est l'une des premières personnes, donc à forme de lune, s'il est laissé seul. Il est l'un des premiers à être touché par la brûlure de lune. Cela pourrait indiquer qu'il est l'un des états mentaux les plus faibles, mais je ne suis pas sûr si c'est réellement la raison. Mais au moins, une idée canon, si vous le trouvez avant que la lune ne brûle, il essaiera d'aider le groupe de voyageurs en train de toutes les manières possibles, en essayant de trouver le plus grand bâtiment de la ville que vous puissiez trouver, et en recherchant de la nourriture, et à son honneur, il est utile si vous l'aidez en tant que... Il retournera au train et vous préparera des repas gratuits, éliminant tout le mécanisme de la faim. Même s'il s'agit aussi de Fear and Hunger, donc la faim n'est guère un problème de toute façon si vous jouez Isabella, mais Henrik tentera de flirter. Donc si vous jouez Abella, Henrik tentera de flirter avec vous pour une raison quelconque. S'il le quitte, seul un matin, il fera Moonscrotch sur le Gentleman, donc il devient le Gentleman, et il fera quoi qu'il arrive. Si vous recrutez une Abella, de toute façon, il a sa brûlure de lune. De plus, si vous attendez assez longtemps après l'avoir sauvé, il commencera à avoir peur du festival et empoisonnera toute la réserve de nourriture. Tuez les gens qui en mangent, mais il mourra avant de gagner le festival, car il n'est pas un personnage jouable. Il peut cependant survivre si le joueur termine la fin avant de mourir et de brûler la lune, mais parce que nous ne connaissons aucun des résultats canons. Nous ne savons pas vraiment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout avec Henrik, c'est un personnage qui est un peu particulier. Si vous recrutez Abella, effectivement, sa forme de brûlure de lune prend le dessus. Du coup, si vous recrutez Abella, vous ne pouvez pas aller le voir. Et si vous allez le voir, de toute façon, il s'enfuit un petit peu. J'ai l'impression que quand on parle, il essaye de s'enfuir. Donc je ne sais pas encore exactement... comment le recruter, et on n'a pas encore de réponse, mais ça sera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous voulez voir une vidéo sur comment recruter Henrik, abonnez-vous, pouce bleu, petit commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît. On va tout de suite voir un de mes personnages préférés, la journaliste Karen Sawyer. Karen est un personnage un peu ultime, c'est surtout le dernier dont nous allons discuter dans cette vidéo. Et aussi, mon personnage jouable le moins préféré. Donc bien sûr, je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de Pugasser, si jamais vous n'aviez pas encore tilté. Mais Karen est née en février 1916 dans l'Empire de Brême. Elle était la plus jeune d'un groupe d'enfants d'un certain âge, aristocrate de haut rang, de l'Empire de Brême. Karen était une enfant espiègle. Attention, elle devient journaliste, c'était une enfant espiègle. Ses frères aînés et nouveaux devraient la garder à l'écart des ennuis à cause de ses parents, pour la plupart du temps absents. Karen est devenue proche de sa nounou Dahlia. Finalement, il y a eu d'énormes troubles à Brême, empire en raison d'un soulèvement.
Dahlia a dit à Karen que ses parents étaient devenus une cible énorme même s'ils n'étaient pas là. Dahlia a dit à Karen que ses parents l'aimaient toujours et se préoccupaient de sa sécurité. Les parents de Karen ont demandé à Dahlia de prendre Karen et de s'enfuir, faisant de Dahlia effectivement la mère adoptive. Karen était cependant convaincue que Dahlia l'avait effectivement kidnappée. Dahlia a emmené Karen à Jadia, la capitale des sanctuaires orientaux. Aller ici était vraiment étrange pour Karen, car elle avait vu, là pour la première fois, la pauvreté. Et ça, c'est dur, hein. Ça, je vous garantis que c'est super dur. Se souvenant que Karen faisait partie de l'aristocratie du pays. Donc, en voyant des gens pauvres, c'était bizarre pour elle, âgée d'Adia. Même si elle voyait généralement des gens pauvres, ils vivaient dans un endroit assez décent. Karen pensait que la seule raison était que Dahlia recevait des paiements de ses parents, car Dahlia lui avait dit que ses parents lui donnaient de l'argent pour assurer sa sécurité. Mais les années ont passé et Karen a finalement commencé à faire confiance à Dahlia, et s'est impliquée dans la politique locale du sanctuaire oriental, où elle finirait par se sentir pour les pauvres et participera à plusieurs manifestations pour des droits civiques, où elle était autrefois particulièrement remarquée et a été assommée lors d'une émeute. Elle s'est réveillée dans un hôpital et on lui a dit tout comme elle pensait avoir été kidnappée par Dahlia. Elle a ensuite été renvoyée dans l'Empire romain où se trouvait sa mère, son nouveau beau-père. Alors que son vrai père a été tué, le soulèvement dans l'Empire de Brême parce que elle lui avait menti pendant tout ce temps. Karen a commencé à aimer découvrir la vérité sur toutes ces choses et elle a montré à tout le monde. Elle est devenue journaliste et plus particulièrement photojournaliste. Alors qu'elle fouillait, elle a commencé à soupçonner le nouveau chef de l'Empire de Brême, le Kaiser, était en fait responsable de la mort de son vrai père. Alors, elle creusa plus profondément et découvrit un étrange groupe d'individus de l'IND connus sous le nom de Nouveaux Dieux. Malgré cette découverte, il semblait que le Kaiser ne faisait pas partie de ce groupe. Plus elle creusait, plus il semblait que les Nouveaux Dieux étaient derrière les deux guerres mondiales qui se déroulaient à cette époque où un cessez-le-feu avait eu lieu entre l'Empire de Brême et les sanctuaires de l'Est. C'était très étrange, mais Karen a creusé dans le cessez-le-feu et a découvert qu'il y avait quelque chose entre les deux parties qui ne voulait pas voir une ville détruite. Elle était sur le point de devenir un champ de bataille. Et c'est pourquoi les vérités se produisent. Karen, trouvant l'étranger, a sauté dans le premier train vers la ville. Et oui, et le jeu commence. Elle se méfie immédiatement de tout le monde dans le train, en particulier de Dan. Elle pense que toutes les choses étranges qui se produisent sont dues au fait que l'Empire de Brême fait des tests d'armes expérimentales sur eux. Mais, comme Dan le dit, c'est ridicule. Elle peut être trouvée à plusieurs endroits tout au long du jeu, en train de prendre des photos et de se promener. Elle peut aussi être recrutée à l'extérieur donc du jeu vers la fin du festival. Si elle n'est pas morte ou si elle n'a pas été recrutée, elle sera dans un état de délire. Le 3e jour, elle dira que les gens voient les photojournalistes comme des vautours qui profitent de la guerre et des enfants morts. Mais elle les voit comme des valkyries honorant les morts et portant tous leurs vœux sur leur dos. On ne sait pas ce qui arrive à Karen, mais si elle gagne le festival, elle montrera ses photos et convaincra le monde de ce qui s'est passé en avril, même si personne ne la croit. Elle reste saine d'esprit en essayant de convaincre les autres de la vraie vérité derrière les Nouveaux Dieux et le Kaiser. Enfin, pour la dernière personne de cette vidéo, nous avons Lévi, probablement le personnage le plus tragique de ce jeu. Lévi est né à Préal en mai 1924. Le pauvre garçon a grandi dans une maison difficile. Sa mère était constamment battue par son père, qui a été un ivrogne extrêmement agressif malgré sa mauvaise vie à la maison. Mais quelques moments de bonheur à la maison seraient sanctuaires, dont l'un, celui où Lévi prenait légèrement le piano en regardant sa mère jouer. Il a exprimé son désir d'apprendre pleinement à jouer du piano lors de certains événements ultérieurs au jeu. Mais une mauvaise nuit en particulier, il a entendu son père commencer à battre sa mère depuis sa chambre. Il a entendu sa mère courir vers lui, là où Lévi peut se tenir debout, à son père, ou prier. De toute façon, sa mère finira par mourir à cause de ses coups, car Lévi n'était qu'un enfant, il ne pouvait pas tenir tête à son père. Même s'il essayait de rompre très rapidement le discours sur les traditions, si vous jouez en tant que Lévi, c'est probablement une bonne idée d'essayer de lui tenir tête, car c'est l'un des seuls moyens d'avoir plus de 100 HP dans les deux jeux. Même si sa mère meurt de passage à tabac, laissant Lévi sous la garde de son père alcoolique et violent, finalement son père n'était pas à la mesure de prendre soin de Lévi, on s'en serait douté. Pour une raison ou une autre, il a été envoyé dans un orphelinat, l'orphelinat de Saint-Père-Doc. Et il est connu pour les orphelinats car c'est un très mauvais endroit où le personnel maltraite et agresse sexuellement tout le monde, enfants ainsi que les enchaînés, et peuvent même les sacrifier aux dieux. Quand il a eu 13 ans, il a été recruté comme enfant soldat pour la Seconde Guerre mondiale aux côtés des sanctuaires orientaux.
Malgré son jeune âge, Lévi était un soldat naturel, comme il l'était inhabituellement résilient et non seulement il excellait dans l'adresse au tir, étant capable de rivaliser et même de surclasser la plupart des adultes, malgré cela, il a peut-être une coupe, peut-être à cause de cela, on lui a assigné une escouade d'enfants soldats pour commander. Lévi doit donc le commander, mais c'est très dur, cela deviendrait nihiliste et s'envenimerait haine envers le monde dans lequel ils vivent, car il voyait constamment des enfants soldats sous ses ordres mourir de manière de plus en plus brutale. Malgré toute la mort autour de lui, Lévi a continué à avoir la chance de vivre. Sans surprise, il deviendra accro à l'héroïne finalement. Même cela ne pourra pas l'aider à faire face. Alors il a déserté sans nulle part où aller et il est retourné dans sa ville natale pour le mal en prenant le train. Il se retrouverait dans le pervers de sa propre ville natale où il a été laissé seul. Il aura des crises de panique et des retraits tout seul, ou se ferait agresser par Kalura. Quel gars sympa, hein, vraiment, ce Kalura. Il se transformera en lunette pleureuse à la fin du 2e jour, ce qui est pour moi assez surprenant, car il ne semble pas dans le plus grand état mental. J'ai l'impression que si j'étais dans cette situation, je serais la lune brûlant. Deuxièmement, je descends de ce train. J'ai l'impression que j'agirais de la même manière, sinon pire que Lévi s'il gagnait le festival. Mais il partira et fera ce qu'il fait de mieux, essayant d'oublier la douleur qu'il voyagera de ville en ville avec ses cauchemars. Il est plus que probable que ces cauchemars le rattrapent. Mais il obtient une moto badass, donc c'est quelque chose que cela sous-entend qu'il ne dure pas longtemps. Même s'il est le gagnant, quelques faits amusants sur Lévi, c'est que son nom à l'origine était le soldat numéro 11. Il n'était pas censé avoir de nom à l'origine. Il était juste censé être un soldat sans nom, et il allait complètement oublier son nom. Mais à cause de choses étranges apparues pendant le cycle du développement du jeu, le développeur du jeu, Miro, a abandonné ce nom, et l'a simplement nommé Lévi, et Lévi, c'est donc le seul personnage que j'espère vraiment vivre pour Termina, car il est une carotte vraiment tragique. Et avec cela, c'est la première partie de cette vidéo qui est terminée. Donc ouais, Lévi très compliqué. Vraiment Lévi très très compliqué, très triste, hein, accro à l'héroïne. Il a vraiment une vie très triste, très agréable à jouer comme personnage. Hein. Là on voit que c'est une de mes runs avec lui à l'écran. Il commence avec le pistolet, il peut avoir plus de 125 PV, donc il peut faire des choses quand même super cool, Lévi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, en tout cas que cette première partie de vidéo vous a plu. Assurez-vous d'avoir aimé, n'hésitez pas à sous-titrer aussi si jamais vous avez besoin. Si je sais que j'ai des phrases des fois qui sont un peu imparfaites hein, sur les vidéos traduites, vous pouvez aller voir la vidéo de Pug SR, donc qui sont donc Who are the Termina Contestants, qui sont les terminants, les participants au festival. Donc là aujourd'hui c'est la partie 1. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir tous les autres personnages que je n'ai pas fait, eh ben va falloir vous abonner, mettre un pouce bleu et revenir la prochaine fois. Je vous aime tous, à très vite. Bonjour et bienvenue à tous. En cette période de canicule, on va regarder qui sont les personnages de Fear and Hunger Termina. C'est la partie 2, je vous invite à aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Donc une vidéo de Pug SR très intéressante, franchement il a fait pas mal de trucs très cool sur Fear and Hunger, c'est un youtubeur très sympa, je me suis inspiré de pas mal de ses vidéos. Et aujourd'hui, on va regarder un peu ce qu'il nous dit justement sur tous ces personnages de Fear and Hunger Termina. Donc si vous voulez vraiment, je vous ferai peut-être une vidéo des deux complets édités ensemble justement avec les deux parties réunies et une intro exclusive. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la vidéo en entier ou du Baldur's Gate. On fait pas mal de choses, bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, hein. On a 1600, j'essayons d'attendre les 2000 voire les 3000 avant la fin d'année, ça serait cool et j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Si ça vous plaît, profitez de cette vidéo du premier tournoi de Fear and Hunger Termina. On parle de la légende, on parle de l'homme, on parle de Marco. Né en janvier 1911, il est l'équivalent dans Fear and Hunger, il est né dans l'équivalent en Sicile, hein, l'équivalent dans le jeu de la Sicile, dans le monde réel. Pourriez-vous demander comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh ben c'est une sorte de canon qu'on sait un peu dès le début. Nous savons qu'il est né près du Vatican, justement près du Vatican au moins, et dans Fear and Hunger 2 il y a une citation qu'il peut nous dire et il dira que dans son pays justement d'origine nous aurions un dicton pour les endroits comme ça qui n'est probablement pas italien, donc ça sonnerait probablement comme quelque chose de Sicile à peu près, mais voilà, en tout cas dans le monde de Fear and Hunger. Là ça c'est de l'à peu près, c'est un peu brouillon, selon le wiki du moins nous savons qu'il est italien et très probablement spécifiquement sicilien, mais il mentionne qu'il avait une bonne vie de famille, 1 minute, puis la chose dont il se souvenait, ses parents étaient morts et lui et sa sœur, dont le nom
n'est pas nommé, était seul dans la rue. C'était à peu près quand il avait 10 ans. Seulement à ce moment-là, il a fallu qu'il trouve une façon de vivre dans la rue. Et il pourrait choisir soit de devenir un voleur à la tire, un cambrioleur, ou d'essayer de vivre une vie honnête. Les rues le frappent durement, il était un petit garçon, le pauvre, harcelé, sans relâche, et il prenait soin de sa petite sœur. C'est pour ça qu'il aime bien Marina dans le jeu. Il a été harcelé au fil des années, il a connu une poussée de croissance assez forte. Il était le plus grand et le plus musclé, même que certains d'intimidateurs qui essayaient de l'embêter les envoyaient facilement, et il a commencé à protéger sa sœur, il a commencé à voir justement qu'il pouvait gagner plus d'argent en utilisant la violence. Malgré cela, c'est quelqu'un de doux et il refuse de travailler pour des gangs. Donc à un moment donné, il a entendu parler d'une patinoire de combat souterraine, mais où il pourrait utiliser son combat sans tuer personne pour gagner un max d'argent. Donc très intéressant. Un an après l'autre, où s'écoulait sa sœur, finit par commencer une relation avec un homme nommé Ricardo et qui est le chef de la mafia, un gang de haut rang et prochainement dans la lignée de la foule elle-même. Une fois que les sœurs et Ricardo ont commencé à sortir, Ricardo au début était très gentil avec Marco comme un parfait gentleman. Finalement, Ricardo a demandé à Marco s'il voulait rejoindre la famille en tant que bruisseur. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Marco a poliment refusé. Étonnamment, Ricardo l'a bien pris et plutôt proposé à Marco de trouver un véritable entraîneur de boxe qui pourrait non seulement le rendre célèbre mais lui rapporter des tonnes d'argent, augmenter ses compétences de combat. Marco, bien qu'hésitant, a finalement accepté. Après que sa sœur lui ait dit qu'il devrait y aller, Marco finira par rencontrer son entraîneur et son entraîneur l'a formé. Peu importe à ce que Marco voulait, Marco, conquis par cet acte de bonne foi, pensait peut-être que Ricardo n'était pas si méchant après tout. Il passera de plus en plus de temps avec son nouvel ami, même si sans s'en rendre compte, il était absorbé par la folie elle-même après un moment. Ricardo dit à Marco qu'il avait des choses à faire. Il avait besoin que Marco tue son prochain adversaire sur le ring, car c'était un gangster rival. Marco a bien sûr refusé. Ricardo puis lui a dit qu'il avait piégé avec tous ses entraîneurs et combats, et Marco avait besoin de l'écouter. Encore une fois, il a refusé, et Ricardo a tenté une tactique différente, un truc un peu d'enfoiré qu'il a fait. Il a menacé la vie de la sœur à Marco, donc il avait plus d'autre choix que d'accepter. Il a fait donc simplement en disant qu'il ne pouvait pas mettre la vie de sa sœur en danger, alors il a fait une seule chose, il aurait pu tuer son adversaire. Après ça, Ricardo a continué à demander à Marco de faire du travail pour lui, donc à chaque fois qu'il s'est assuré de tirer parti de la sécurité de sa sœur, Marco n'avait d'autre choix que d'accepter, donc c'était un peu sa marionnette, Marco, quoi. Finalement, il en a eu assez, mais jour après jour, cela l'a rongé, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Peu importe ce qu'il devait, tuer Ricardo, alors Marco il est parti le voir un jour, entouré de ses autres hommes de main, il a réussi à le tuer d'un bon coup franc. Il l'a fait si vite qu'aucun agent de sécurité même ne pouvait le toucher. Maintenant que Ricardo était mort, Marco devait partir, il a réussi à le faire seulement avec quelques entailles et quelques coupures, mais il avait un problème avec Los Angeles et la foule, donc tout le monde était après lui. Il a décidé de fuir le pays juste avant de pouvoir, mais il a reçu un appel de sa sœur, qu'elle avait été justement dans un autre pays, le pays de Val. Elle avait été dans le pays de Valente, dans la maison d'été de Ricardo. Marco lui a dit de rester sur place et il montera dans le premier train. Il n'aura qu'un seul arrêt à l'avance ici. Il sera témoin des horreurs du festival de Termina, et c'est là que le jeu commence avec lui. Je vous invite à aller voir comment l'optimiser. J'ai fait une vidéo parce que l'introduction de Fear & Hunger est très importante. Vraiment, je sais pas comment le dire plus aux gens, mais sinon vous ne profiterez pas bien du jeu. Donc allez voir toutes mes vidéos, comment optimiser son personnage dès l'introduction de Fear & Hunger. Avant même de jouer au jeu. Après, vous pouvez jouer à Fear & Hunger tranquillement, mais que ça soit le 1 ou le Termina, allez voir ça avant. Ça serait super sympa. J'espère que la vidéo vous plaît. Big up à PugSR, abonnez-vous, pouce bleu, et on va continuer justement avec d'autres personnages. Donc ouais, Marco, du coup, qui va voir le terminal. Je crois qu'on a parlé d'Abella dans les premiers aussi. Donc très sympa. Très 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 sympa. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui peuvent se produire si vous ne jouez pas avec lui au début du jeu. Donc il reste aussi Olivia, on va parler d'Olivia dans un instant. Olivia, c'est un personnage très 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 intéressant, elle a un fauteuil roulant, et si vous jouez pas avec elle, elle n'aura pas de fauteuil roulant dès le départ. Donc Marco, étant le gars sympa qu'il est, il le fera, il ira en chercher un le deuxième jour, il rencontrera ainsi Tanaka. Si Tanaka est encore en vie, il empêchera Tanaka et Marco de les menacer et de leur dire qu'il va les tuer tous les deux, et si vous n'intervenez pas, il le fera en effet. Tuez-les tous les deux, mais si vous intervenez, vous devrez tuer le chemin. Je sais pas de quoi il parle après cela. Donc Marco, il amène le fauteuil à Olivia,
et il entraînera Tanaka à la voie du point. Et encore une fois, si Tanaka est encore en vie à ce stade, ils le feront tous les deux, entraînez-vous jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux des Moonscrotch. Marina, qu'on voit ici, attendra simplement autour du train, jusqu'à ce qu'il devienne Moonscrotch dans le géant Marco. Le seul événement est que Kagura vous reconnaîtra et essaye de vous tuer si vous dormez à certains endroits. Il dira, il te reconnaît, il essaiera de te tuer, mais si tu dis certaines choses, il reculera. Si Marco gagne le festival, il n'en parlera plus jamais. Il essaiera juste d'oublier ce qui s'est passé après Ville, et il montrera, ou après Al, et il montrera dans le train, être proche de sa sœur, il ne dira même pas ce qui s'est passé, il ouvrira simplement un gymnase à Valentin pour entraîner les gens, au cas où cela se reproduirait, il pourrait vivre et faire exactement la même chose. Probablement s'il survit et si quelqu'un met fin avant que son Moonscrotch ne le touche, c'est tout ce qu'il y a sur Marco, c'est un gentil géant. Ensuite Marina, donc on voit là, Marina c'est un cas quand même très intéressant, né en novembre 1923 dans l'église d'Olmer, dans Préville, pouvait réellement la visiter dans le jeu, cette église, née d'un prêtre sombre et d'une mère attentionnée, mais quand elle est née, son père, malheureusement, n'était pas là, quelque chose d'horrible s'est produit dans les yeux de la mère de Marina quand elle est née. Marina le savait, ce qui arrivait aux hommes nés dans la famille de son père, ils sont tous devenus des prêtres noirs, un sort horrible qui a obligé les prospects à tuer et à accomplir d'horribles rituels. Pour protéger Marina, la mère de Marina l'a élevée comme une femme, les plans de sa mère ont été réalisés et elle a été protégée du devoir de devenir un prêtre noir scolarisé à la maison. Donc ça voudrait dire qu'à la base c'était un garçon, faut croire, ou je sais pas, en occultisme et avait un bon talent pour cela, remarqué par le Vatican. On lui a proposé... Ah oui, c'est ça, elle est née homme, effectivement, ouais, mais quand elle est née, elle est née homme. Ouais, putain, c'est chaud, je savais pas ça. Donc pour pas devenir un prêtre, elle a été élevée comme une femme, donc sa mère était très fière et lui a dit d'y aller. Mais son père a découvert le secret donc de l'occultisme, elle a découvert aussi qu'elle était née homme et son père était furieux. Marina, malgré cela, a dit qu'elle resterait une petite fille. Donc ouais, waouh. Elle a dit que c'était plus naturel et peu importe, elle aimait qui elle était et avec cela, elle s'est rendue au Vatican. C'est une putain de dinguerie. Là-bas, elle a développé ses connaissances et de plus en plus de prouesses et d'occultisme. C'est ouf que j'apprenne ça maintenant, franchement. Même si quelqu'un la surveillait toujours, mais de toute façon, après, ça m'étonne pas, le jeu, de toute façon, il y a tellement de choses de fou ici. Elle a reçu une lettre de son père disant que sa mère était décédée. Aussi simple que ça, pas de sympathie, pas d'amour. Donc franchement, c'est chaud. Aucune ligne téléphonique. Elle se sentait très mal à l'aise et avait l'impression que son père avait fait quelque chose d'horrible en ville. Alors elle est montée à bord du premier train et le jeu commence. Donc Marina, elle a plein de choses qui sont uniques de temps en temps. Vous pouvez voir une fille, vous regardez. Votre objectif est de vous rendre à l'église où se trouve votre père. Si vous ne jouez pas le rôle de Marina, elle finira par être kidnappée par le maire. Ah, c'est horrible. Sinon, elle le fera. Soit à la librairie où tu pourras l'emmener à l'église si tu vas dans cette direction. Aussi, si tu arrives à l'église au début du premier jour, cette fille qui te regarde sera là. Elle poignardera le père de Marina, qui ne mourra pas mais disparaît dans le sol. Donc le père de Marina ne meurt probablement pas, mais Marina supposera qu'il le fait même si vous n'êtes pas Marina. Donc vous verrez cette scène ou une autre scène qui peut arriver, bien que ça soit plus rare. Donc le club, si Dan et Marina sont là, ils auront une interaction amusante où Dan demandera à Marina si elle est assez vieille pour boire et elle dira oui, elle a 18 ans. Ce qui est apparemment l'âge pour boire en Bohème, les Américains, donc comme Pegesser, c'est 21 ans, donc ils trouvent ça étrange, mais si Marina dit qu'il n'a pas sa carte d'identité sur elle et que Dan refuse de lui servir un verre, alors Marina dira qu'elle est juste partie chercher une poubelle ou quelque chose pour une bouteille, ce qui est un petit clin d'œil amusant au jeu. À part ça, c'est vraiment tout ce qu'on a sur Marina, donc on peut passer à Olivia, qui est la prochaine étape, et c'est probablement le deuxième personnage jouable préféré à Pegesser, né en 31 décembre 21, avec sa sœur jumelle également née dans le monde, 1er janvier pareil. Relia, sa sœur jumelle. Elles étaient nées dans l'Empire de Brême au début de leur vie, Olivia et sa sœur jumelle, très proches, même opposées pourtant. Olivia était introvertie, mais les livres, jouait avec les plantes, une vraie botaniste, Olivia, un peu une Hermione, pendant que sa sœur jouait dehors avec d'autres enfants, et en jouant à faire semblant une décennie plus tard, environ 15 ans, quelque chose de malheureux s'est produit. Olivia a une série d'accidents vasculaires cérébraux et a perdu le sens du mouvement. Elle a consulté un médecin assez rapidement, et ses jambes auraient pu être sauvées, mais malheureusement, ils étaient trop religieux, ils croyaient pas en
à la médecine moderne et la science, donc ils ont fait que prier pour qu'elle aille mieux, et vous imaginez bien que ça n'a pas fonctionné. Donc franchement, il balance en plus en vrai, hein. Pas suffisamment dévoué à Sylviane. À cause de cela, elle devait maintenant utiliser un fauteuil roulant, au moins pendant longtemps. Quelques années plus tard, Olivia et sa sœur ont tous deux obtenu des bourses d'études dans des universités prestigieuses de l'Empire de Brême. C'est triste hein, quand même comme jeu. Olivia et Relia étudieraient dans leur domaine d'études individuelles. Olivia étudia la botanique et Relia étudierait l'ingénierie et la technologie New Age. Donc Relia serait un papillon social et commencerait une relation avec un professeur Joker, donc qui serait fier d'Olivia, bien que jalouse, avance dans son propre domaine et aurait l'opportunité de sa vie, un programme d'échange entre l'Empire de Brême et l'Union de l'Est. Désolé pour ça, tac tac tac, ouais c'est ouf quand même, franchement c'est vraiment très 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 ouf. Donc si elle obtient son diplôme, Olivia elle peut ouvrir sa propre serre, hein, donc elle veut vraiment être botaniste hein, avec sa sœur, mais à sa grande consternation, non seulement ses parents reçurent une lettre l'informant qu'elle était accusée de trahison, qu'elle se trouvait dans une prison de l'Empire de l'Est, une manière où elle est tombée, elle s'est échappée de la prison par une organisation terroriste du nom de Liberty Underground, hein, donc c'est quand même super fou ça aussi. Donc il y a le texte juste là. La dernière fois vous le voyez même pas le texte. L'enregistreur d'écran avait pris juste internet. Donc c'est assez fou. Enfin bref, connu sous le nom de Liberty Underground, sans nom en NLU, en abrégé hein, du coup. Elle avait déjà entendu ce nom auparavant. C'était un professeur, ce qui sortait seulement pour découvrir qu'il avait été exécuté pour être en association avec ce même groupe. Elle a fouillé ses affaires et a trouvé des lettres de Ria, justement de sa sœur jumelle. Il s'agissait d'une arme qu'elle était en train de développer, quelque chose appelé Logique. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne, hein, le projet Logique. La dernière lettre parlait du Kaiser, hein, le Yellow Guard, le chef de l'Empire de Brême. Il cherche quelque chose dans la ville, appelé Préville. Alors Olivia est allée chercher sa sœur, et Olivia n'a pas d'énorme interaction dans le jeu. Si vous jouez avec elle et que vous faites une fin, cela vous mènera à IIA, sa sœur qui est devenue la machine biologique. Donc on va supposer que c'est la fin canon pour Olivia, mais nous ne savons pas vraiment si elle gagne le festival, et avec sa fin B, elle deviendra étrangement heureuse. Elle a appris que son fauteuil roulant ne la définit pas, même si c'est en tuant des gens qu'elle était la seule survivante. Son fauteuil n'avait pas d'importance, elle était meilleure que les 13 autres personnes. Elle parcourt juste la campagne et être heureuse d'être en vie, ce qui est assez gentil. Le dernier candidat qu'on n'a pas vu encore, jouable en tout cas, candidat jouable, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler des candidats non jouables qui auraient pu être jouables et qui peut-être un jour seront rajoutés. Donc très intéressant. Ossa, les gars, Ossa, le mage jaune, né en 1910 à Avonia, un pays non mentionné, apparemment, en tout cas dans l'univers de Fear and Hunger jusqu'à le 2. Donc Avonia, une nation déchirée par la guerre, et Ossa avait peu d'amour pour son propre pays. Il est devenu apprenti dans une église, il a refusé de le faire, il a participé à tous les efforts de guerre, il poursuit ses études et commence à surclasser plusieurs de ses pairs jusqu'à ce qu'il soit conduit dans les secrets de l'église ici, mais il a appris quelque chose qu'il n'aimait pas dans cette église. Ils utilisaient principalement la religion comme un outil politique pour ne pas réellement culte. Ils utilisaient la religion pour contrôler les personnes de statut inférieur. Il détestait cela et il décida qu'il ne voulait pas en faire partie. À ce moment-là, il trouva un parchemin dans son église sur un groupe de mages qui utilisaient la religion pour leur propre bénéfice, mais aussi pour approfondir leurs connaissances sur l'univers. Il croyait également en l'état naturel de l'univers, et cet état naturel était le chaos. La seule constante dans le monde est le changement. Après tout, il s'est ensuite rendu dans les sanctuaires orientaux et a été accueilli avec dédain en raison de ses croyances. Cependant, les mages jaunes l'ont finalement trouvé, lui ont proposé de se joindre à eux, lui ont enseigné la magie de Grogoroth, le dieu destructeur, vidéo sur la chaîne, vous connaissez, et les autres anciens dieux, pareil, vidéo sur la chaîne. Alors qu'ils parcouraient le groupe, ils ont voyagé très loin, et ont trouvé un homme nommé Hadil, un magicien extrêmement puissant, et puissant que ce magicien voulait Ossa. Il l'a renvoyé au début, et proie à ses cauchemars horribles, Ossa lui-même a commencé à croire que finalement ce magicien avait raison. Puis il a finalement rejoint ce magicien et a continué ce voyage avec ce mage, et il l'a eu. À fur et à mesure qu'il se rapprochait de plus en plus des donjons, les gens commençaient à abandonner l'aventure un par un, mais Ossa reste fort ici. Vous obtiendrez un truc du style choisissez votre propre aventure, mais rien de ce que vous faites vraiment n'a d'importance. Trop peu importe ce qui arrive, vous trouverez une tête carbonisée, et encore plus étrange que ça, elle parlait, hein, la tête carbonisée qui s'appelle
bien sûr, Nash Aha, vous le connaissez, qui a dit à Osa d'acquérir plus de pouvoir. Tout ce qu'il avait à faire était de suivre sa propre cupidité et sa soif de pouvoir. Ça m'étonne pas venant de lui, il a toujours été assez drôle la tête. Peu importe ce qu'il a dû sacrifier pour l'obtenir, et pour l'aider encore plus, la NRA a dit à Osa d'aller dans une ville appelée Préal. Donc Osa, après sa perte de pouvoir, a fait exactement ça. Il est monté à bord du premier train. Et oui, il a été frappé par le même problème que tous les autres participants. Vous le savez, il va méditer. C'est quelque chose un peu spécial avec Osa. Quelques interactions, il va méditer et bloquer sur certaines zones, il vous avertira si vous vous rapprochez, il vous attaquera et vous tuera, c'est un concours après tout, il est prêt à tout pour se défendre, mais il est en fait le concurrent le plus facile à combattre, et il ne pourra pas non plus être recruté à moins que certaines actions très certaines n'aient été accomplies. La seule façon de le faire est de vous frayer jusqu'au bunker dans les bois là-bas. Il sera touché par une flèche probablement d'ici août et sera affaibli, il ne vous laissera jamais rejoindre votre groupe à moins qu'il ne soit là cette semaine. Indiquez votre chance, les deux seules autres interactions ont lieu lorsque vous êtes dans l'église d'Olmer et que vous consultez le confessionnal. À ce moment-là, Osa sera touché par une flèche. Non, c'est pas ça, pardon. Osa fera semblant d'être un prêtre et vous demandera de faire une confession. Vous pourrez faire ce que vous voulez ici et vous pourrez gagner une infinité totale en le faisant. Il sortira et rira, il fait une blague, ce n'est pas un prêtre d'Olmer, il trouvera ça drôle et s'en sortira. Le seul autre événement est que si vous jouez avec lui, rappelez-vous comment il nous a parlé de Dan la dernière fois, comment il sera dans les appartements de moisissure en regardant le symbole. Le baron avait l'habitude de sacrifier sa femme. Ici, si vous êtes Osa, vous pourrez dire à Dan que ce symbole est pour le dieu du soufre. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, j'ai fait une vidéo entière qui lui est dédiée. Et ouais, très tôt dans ma chaîne en plus. Toute cette cage de Fear and Hunger, vous pouvez regarder justement cette vidéo sur le dieu du soufre. À part ça, le dernier qui peut arriver est que si vous êtes et que vous faites la fin, que vous combattez le Kaiser, justement, il va traiter le Kaiser de bébé bâtard, puis il dira qu'Osa a un gros pénis pour une raison quelconque. C'est la raison pour laquelle il voulait aller à Préville, il voulait tuer le Kaiser, mais une fois que vous l'aurez battu, il disparaîtra sans mourir, et après cela, la seule chose à faire est d'être absorbé par la logique, faisant mourir Osa efficacement, ou du moins lui faisant perdre tout sens de soi. Quoi qu'il arrive à Nashara, on ne le sait pas, c'est inconnu, si vous le savez, commentaire, vous connaissez. Mais si Osa gagne le festival, il jettera Nashara dans un lac, il ouvrira sa propre église et gagnera une renommée et fortune dans le monde entier. À part ça, c'est tout les candidats jouables de Fear and Hunger. Nous avons 3 autres candidats injouables dans cette vidéo-là, alors passons à cela. Mon candidat non jouable préféré est maintenant ici, avec Pav Pav, né le 21 décembre dans les années 1910 à peu près, ou 20, il est né dans un endroit appelé la République de Vérone et a probablement eu une enfance assez dure, justement, assez décente, du moins je suppose, car lorsque sa ville natale et son pays ont été détruits, il a juré de se venger des responsables, wow, ça kick, et qui a été responsable autre que le Kaiser lui-même. Mais en tuant le Kaiser de la surpuissance mondiale, quel empire de Brême ne serait jamais facile. Il est probable qu'il n'aurait même jamais la chance de voir le Kaiser, et encore moins de le tuer. Alors Pav a pensé à un plan sournois, mais assez génial. Vous voyez la raison pour laquelle Pav vit ici? Le but était de se venger, peu importe ce qu'il faisait, ou qui il devait tuer. Il le fera, peu importe. Donc il voulait tuer le Kaiser, son plan était de le rejoindre, de devenir une partie de Breman de l'Empire, justement, de gagner la confiance du Kaiser en étant le parfait soldat, et s'il était assez brutal et assez parfait, peut-être qu'il pourrait le rencontrer et avoir la chance de le tuer, alors c'est exactement ce qu'il a fait, en étant particulièrement cruel dans les rangs de l'armée. Il est devenu lieutenant. Après qu'il ait atteint un grade suffisamment élevé, il a éteint les informations selon lesquelles le Kaiser se rendrait à Préville pour trouver quelque chose qu'il chercherait et avec un minimum de sécurité, considérant cela comme sa seule opportunité, il a sauté dans le train tout seul pour y aller. À partir d'ici, le jeu commence. Pav est un peu différent de tout le monde, mais au début du voyage, une fois que le train s'est arrêté, il s'en va justement. Vous ne pouvez même pas le voir, il le fait, je n'ai pas besoin que le train se rapproche de toute façon, il partira avant tout le monde. Ça sera le seul à le voir partir, c'est Cameron. Il jettera l'œil, ira chercher le Kaiser et il y a quelques événements dans le jeu principal. Si vous trouvez Abella et que vous partez avec elle pour trouver une des clés de la ville où il vous rencontrera après avoir quitté les urgences en disant qu'il est fier de vous, que vous devriez trouver une autre clé qui vous aidera toutes les deux à rentrer dans la ville apparemment utile. Il flirtera également avec Abella si vous êtes Abella jusqu'à ce qu'il dise en plaisantant
qu'il vous tuera plus tard avec un sourire. Et j'ai fait une chanson en plus qui s'appelle Abella, qui est aussi bien pour Abella de Fear and Hunger que pour Abella Danger, hein, vous le savez. Dispo sur Carré Musique, allez checker ça. Donc il partira la prochaine fois que vous pourriez le voir, pendant le deuxième jour où il pointera une arme sur Marco et Tanaka, ou à moins que vous n'interveniez, il les tuera tous les deux. Je trouve cela étrange, mais pourquoi il ferait ça? Son objectif c'est de tuer le Kaiser, alors pourquoi il en tuerait d'autres? Bizarre, peu importe. S'il a gagné le festival ou pas, tant qu'il a pris sa revanche, mais peut-être que je lui donne trop de crédit et qu'en fait il est juste prêt à tuer tout le monde et à vivre la dernière fois que vous pourrez le voir, c'est soit le jour 1 ou le jour 2. Il trouvera le Kaiser juste sous la tour creuse où il le défiera et sera abattu facilement. Il survivra cependant, mais à peine vous pourrez le ramener au train, il survivra jusqu'au jour 3 nuits où il décédera parce que ses blessures ne sont pas soignées, donc peu importe, le pavé ne peut pas survivre, ou la brûlure de lune, à moins que vous n'arriviez jusqu'à la fin avant le deuxième jour de la nuit, auquel cas il peut, mais sans que sa vengeance vienne passer, et un peu bizarre. La prochaine, justement, assez bizarre, Samour, hein, qu'on voit à l'écran là, qui est né en janvier, quelque part entre janvier 1923 et 1924, vu qu'elle a le même âge que Marina, nous ne savons pas grand chose de son enfance, mais elle a déjà un skin très moche, et elle est allée à la même école que Marina au Vatican. Contrairement à Marina, elle est née avec un don spécial, très douée. Elle est née avec un don spécial, très douée en occultisme, pas par un travail acharné, mais par talent. À cause de ça, elle a été placée comme quelque chose appelé le 9e cercle, une secte de l'école où Marino est allé, donc Marina. Cette secte faisait un rituel pour les anciens dieux, où ils laissaient leur corps dépérir au point de mourir pour voir les messages des anciens dieux. Bien qu'un énorme tribut dont le corps soit fait, elle et Gilles étaient dotés de capacités ultimes incroyables à cause de cela, telles que de la nécromancie, de la téléportation, magie du sang extrêmement puissante. Cependant, elle est extrêmement faible, apparemment frêle. Elle rencontrerait au moins Marina de loin, où elle tombera amoureuse, ou du moins est devenue obsédée par elle. Elle rencontrera jamais Marina auparavant, mais une fois que Marina quitta Samur, soit il échappera à ce rituel, soit ils lui permettront de partir. Elle suivra Marina jusqu'à ce qu'elle s'affole et attendra juste hors de la vue pour que personne ne puisse le faire. Si jamais elle le voit, donc le chemin jusqu'à l'église du père de Marina, elle le tuera. Ça c'est ce qu'on a vu un peu avant, car elle sait qu'il y a des tensions entre Marina et lui. Donc Samur a fait de ses recherches sur Marina presque au point d'être effrayant. Elle s'assure que le seul lien que Marina ait dans ce monde, ça soit elle. Donc c'est vraiment une ex toxique, hein. C'est vraiment une ex très toxique. Vous pouvez la regarder entre guillemets, tuer le père de Marina. Si vous la trouvez un jour un matin, vous pouvez la convaincre, bien sûr. Alors la convaincre de quoi? Mystère et boule de gomme. Tac, tac, tac. Donc Samur, ouais, sa forme de Moonscroche, sa brûlure de lune, hein, à tout autre moment que le jour, un matin, elle deviendra dysmorphie. Avec cela, nous pouvons en déduire en quelque sorte qu'elle pourrait... j'ai un problème avec son apparence ou son corps à cause de la dysmorphie, hein, du terme, mais nous ne savons vraiment pas grand-chose d'autre sur elle. C'est une des plus secrètes, c'est pour ça qu'elle est assez sympa. Elle est intéressante. Et on attaque le dernier personnage, qui est très cool. Très très cool comme personnage, un des personnages finaux, Tanaka. Et on a très peu de connaissances sur lui, il a une quantité décente d'événements sur jeu. Tout ce qu'on sait vraiment sur son passé, c'est que c'est un homme d'affaires appelé Edo, né en août, probablement au début des années 1900. Mais c'est un homme d'affaires qui a repris les affaires de son père, hein, de son daron. Il ne voulait probablement pas parce que son père était beaucoup trop dur avec lui, donc son père apparemment était pas sympa du tout. Et il s'est rendu à Préville pour capitaliser sur la nation déchirée par la guerre. Donc en plus, ouais. Et comme vous pouvez le comprendre, il s'est retrouvé dans une très mauvaise situation. Il a tendance à mourir de plein de façons différentes. Il en faut beaucoup, vraiment beaucoup pour le garder en vie. Il peut mourir des aiguilles du Woodsman, d'autres manières si vous ne le gardez en vie. Je crois que si vous tombez dans les toilettes, il meurt, hein, c'est même sûr d'ailleurs. Il demandera à Marco de l'entraîner. Après, deuxièmement, il s'entraînera avec Marco, il portera un bandeau rouge et tout. S'il reste en vie assez longtemps, il se transformera en jugement. À part ça, bien que Tanaka, on a vraiment très peu de connaissances sur lui. Si vous avez des vidéos qui en parlent en anglais, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et j'ai fait une vidéo spécialement sur Pocket Cat, une vidéo sur Moonless, une vidéo sur chaque dieu. Faire une vidéo sur Tanaka sera avec grand plaisir, pardon. Donc si vous savez une vidéo spécialisée sur lui, n'hésitez pas à me l'envoyer, je la traduirai comme la vidéo sur Pocket Cat, je crois qu'il vous a bien plu. Ça y est, j'ai couvert tous les participants du tournoi. Il y aura une prochaine vidéo, justement, on va parler peut-être des prochains qui pourraient arriver, de pas mal de choses. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vraiment, c'est toujours du taf, hein, on se rend pas compte, mais c'est toujours du taf. Et
Voilà, donc abonnez-vous, pouce bleu, ça ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions sur des vidéos de Feed & Hunger, faites-le moi savoir en commentaire. Pareil pour le Baldur's Gate 3, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je les lis vraiment tous. Merci à tous, je vous aime tous, au revoir et à bientôt. Et salut à tous, on va voir comment recruter Marco dans Fear & Hunger Termina. Dans la première tâche que vous devez effectuer, c'est de tuer Tanaka. C'est vraiment pas un combat difficile. Tanaka, il fait juste des petits dégâts avec sa mallette, mais sinon c'est pas un combat très difficile. Vous devriez pouvoir le battre très facilement. Deuxième jour, vous allez pouvoir trouver Marco dans la cité en entrant, donc il est avec Pav. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez devoir le sauver. Donc ça fait que vous devez avoir sauvé Pav, justement, c'est ce qui m'était juste là. Vous devez avoir save Pav, donc dans la Tower Front, le jour 1 au matin, à ce moment-là, pour pouvoir lui dire don't shoot ou attack the Bremen. Donc là, en lui disant attaque The Bremen, vous allez vous retrouver justement à vous battre contre Pav. Il n'y a pas de dialogue d'option, là, c'est ce qu'il a mis. No dialogue option will stop him. Donc on ne peut pas stopper Pav. Pav, il est bien énervé, donc il suffit de le battre. Avec Abella, c'est un combat un peu plus dur, mais c'est un combat qui est quand même assez faisable, Vous absorbez son arme chaotique, et à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer Marco qui apprécie, on voit en plus qu'il a le fauteuil d'Olivia, et à ce moment là donc il va retourner au train et vous allez pouvoir le recruter parce que Marco en fait il part chercher le fauteuil d'Olivia justement, il est très protecteur avec Marine, je crois qu'il a une petite sœur, donc Marco est très très protecteur avec Marine et Olivia. Donc très très cool, d'ailleurs vous pouvez tuer Marine, Marco et Olivia en même temps, et à ce moment là il rejoindra votre aventure. Donc big up à Mythonix là juste en bas à droite qui m'a permis de faire cette vidéo parce qu'il a quand même fait un guide très 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 utile. C'est très utile parce qu'on manque vraiment de guides sur Fear & Hunger Termina. C'est pour ça que je m'y colle. Comment ouvrir les portes, c'est la vidéo qui est sortie hier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vais sortir encore plein d'autres guides sur Fear & Hunger Termina. Il y a déjà tous les guides sur Fear & Hunger de dispo. Et si vous avez une question, que ce soit pour l'un ou pour l'autre des jeux, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On se revoit très très vite. Et salut tout le monde, première vidéo de récupération d'un personnage sur Fear & Hunger Termina. On va voir comment récupérer Abella, le prérequis. Donc dès que vous sortez du train, là, allez bien lui parler directement. Vous allez voir qu'on peut désormais courir. Vous avez vu, c'est super sympa dans Fear & Hunger Termina. Je trouve que c'est une feature qui manquait vraiment au 1. On a vu comment récupérer chaque personnage jouable sur Fear & Hunger 1. Alors jouable, en tout cas qu'on peut intégrer à l'équipe. On a vu comment récupérer chaque personnage sur Fear & Hunger 1. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à vous abonner du coup, et à surtout aller voir la vidéo de tous les personnages sur le 1. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer Abella dans Fear & Hunger Termina. C'est vraiment le personnage le plus simple à récupérer, le premier personnage que vous pouvez récupérer. Prérequis, allez bien sûr lui parler, que vous soyez avec Marco ou un autre, peu importe. Là j'ai pris Marco parce que c'est celui qui permet de le faire le plus rapidement, parce que Marco il fait qu'une bouchée des chiens, il les tape à chaque fois, 2 fois, il fait très très mal, je me retrouve quand même empoisonné, donc n'appliquez peut-être pas ça ou essayez d'avoir des soins sur vous. Là c'était vraiment pour faire une run très 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 rapide, les chiens en plus ne possèdent rien du tout sur eux, et on va pouvoir filer au bunker qui est tout à gauche, tout à gauche, on a un petit bunker qui est caché, et si vous avez parlé à Abella, je crois que si vous ne lui parlez pas, elle ne vient pas. C'est-à-dire que moi je suis déjà allé dans ce bunker avec Lévi, je pense, ou dès le début du jeu en tout cas, je suis allé dans le bunker et Abella n'est pas venue vers moi, parce que j'avais sans doute pas parlé avec elle en sortant du train. Donc vous sortez du train, vous lui demandez ce qu'elle fait sur le train, elle va vous dire qui, je le pas. Vous arrivez ici, vous avez plus qu'à ouvrir le bunker. Attention à ne pas rentrer de l'autre côté, je crois qu'il y a une autre entrée un peu plus dans la ville. Vaut mieux effectivement rentrer de ce côté-là, et là vous êtes sûr qu'elle arrive. Il suffit ensuite d'enchaîner les bons dialogues, donc vous ne l'envoyez pas balader, vous ne l'attaquez pas bien sûr. Voilà, qu'est-ce que tu fais ici? Allons checker ensemble, et ça va vous permettre de descendre tous les deux et de commencer l'aventure avec Abella. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir 2 personnages dès le début, que de commencer avec un seul perso qui peut être plus compliqué. Même si vous avez vu qu'on peut faire des folies avec un seul perso, j'hésiterai pas à vous parler du Mazo mode, j'ai encore vraiment pas mal de choses à vous raconter sur Fear & Hunger Termina.
Et là, haut sur I guess, et voilà, c'est parti, on a Abella qui va nous suivre, et on va pouvoir continuer l'aventure ensemble. Je me suis fait éclater juste à droite par l'espèce de vampire, mais j'hésiterai pas à vous faire une vidéo dessus. Abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour Comment vous servir. recruter Dan le médecin dans Fear and Hunger? Donc pour recruter Dan le médecin, j'ai déjà dormi une fois parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans cette petite maison-là et de ne voir personne. Donc je pense que le prérequis, ça doit être de dormir au moins une fois dedans ou de se déplacer un petit peu ou peut-être d'être avec Karine. Logiquement, c'est de dormir au moins une fois dedans. Si vous avez une information précise là-dessus, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Donc il se situe dans cette petite cabane de pêcheurs et c'est un peu comme tout, en utilisant le bon enchaînement de dialogue, on va pouvoir le faire rentrer dans notre équipe. C'est un personnage, comme on a pu le voir dans Devenir surpuissant sur Fear and Hunger Termina, qui est ma vidéo la plus longue sur le jeu, elle fait quasiment 35 minutes, où je vous explique l'introduction et la façon de mieux commencer avec chaque personnage. On a vu que c'était un excellent personnage secondaire, donc optionnel à avoir dans son équipe. C'est pas forcément apparemment le meilleur ou le plus agréable à jouer, mais c'est le meilleur en tout cas quand on l'a dans son équipe. Il est surtout connu aussi pour devenir Pocket Cat. On a beaucoup, je pense, on a été beaucoup à voir cette vidéo de Hunter Gaming, et effectivement Dan c'est Pocket Cat. Donc ça c'est quand même une grande révélation. Il vous propose tout simplement de rejoindre votre équipe et c'est parti. Donc là, j'ai pas osé achever le corps, j'ai eu peur qu'il le prenne mal, je l'ai juste looté. Et Dan va vous rajouter une compétence, c'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un, vous allez pouvoir lui faire un diagnostic médical si vous trouvez quelqu'un par terre. Vous savez qu'on a beaucoup de choix dans ce Fear and Hunger. Si vous avez une bonne sauve, vous pouvez couper la tête afin de faire d'autres actions. Et là, avec Dan, si vous trouvez un cadavre par terre, vous pouvez tout simplement faire un diagnostic médical. Donc là, that's the plan. Je ne sais pas, je pense que le plan c'était de rentrer là. Je suis parti à gauche en faisant that's plan. Et malheureusement, il a quitté justement l'aventure. Donc je pense qu'il y a quelque chose de bien précis à faire avec lui. Ça fera l'objet de toute façon d'une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à lâcher un pouce bleu les gars, parce que c'est beaucoup de travail. On se rend pas compte, même si c'est des vidéos de 2 ou 3 minutes, entre le montage, le commentary, et tout ce qui va avec, en fait, on se rend pas compte. Moi, ça fait un mois que je passe beaucoup de temps sur Fear and Hunger, donc abonnez-vous, pouce bleu. Regarde cette vieille tasse, regarde ce type tape tout autour, plus heureux que la mangouste, un bruit de serpent, alors sauf ce type. Ne me laisse pas m'en prendre à ce type, bon sang. Je vais essayer de faire de mon mieux dans cette vidéo pour vous traduire A Dark Raccoon et pour vous expliquer comment sauver Tanaka le premier jour. La vidéo existe déjà donc sur sa chaîne et là on va essayer de voir comment le sauver tous les jours, aussi bien le 1 que le 2, le 3 dans cet incroyable jeu qui est Fear and Hunger Termina. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des dizaines de guides sur Fear and Hunger 1 et 2. Que dis-je des dizaines? Je devrais dire des centaines. J'espère vraiment que ça va vous aider et que je vais apprendre aussi comment le sauver parce que Tanaka, c'est assez compliqué. Tanaka, le premier jour, comment ça devrait être? J'ai découvert qu'il y a beaucoup plus à faire pour garder ce gars en vie. On va savoir pourquoi. Alors, passé un certain point de la vidéo, Tanaka sera toujours en vie. Et vaut mieux aller de l'avant une fois qu'on obtient la villa. Donc, bon, on s'en fout, il meurt, il se fait scier. J'ai remarqué quelque chose, il y a quelque chose de très intéressant sur la façon dont Tanaka fonctionne. Et laissez-moi vous expliquer pour vous comment il travaille. Première chose qu'on peut faire, donc le premier matin, vous sortez de cet endroit, vous dormez dans le train. Tanaka ne sera pas dans le train, Tanaka sera toujours au niveau 7. Donc si vous dépassez ce seuil, Tanaka mourra. Ce seuil est toujours là jusqu'au deuxième jour du matin. J'espère que c'est clair pour vous, parce que pour moi, ça ne l'est pas. Une fois que vous arrivez au deuxième jour du matin, vous avez un seuil différent que vous devez atteindre une certaine limite de temps. Donc déjà, lui, il est parti récupérer Abella, c'est ce qu'on voit en premier temps. Ensuite, il a commencé à dormir. Et Tanaka, du coup, est encore là. Donc Tanaka est encore en vie. Ton meilleur plan d'action, c'est deux choses en ce moment. Donc aller en ville pour trouver des aiguilles et les tuer. Puis aller dans le tunnel et l'explorer ensuite, puisque Tanaka sera en vie si Nils est mort. Je répète, si Tanaka est toujours dans les tunnels... Ah oui, c'est effectivement, si vous arrivez dans le tunnel, on voit que Needless se fait plaisir sur Tanaka, dis donc. Donc, mais si vous ne le souhaitez pas, retirez les aiguilles, vous n'aurez aucun moyen de traverser justement la ville. Donc en fait, tuez les aiguilles, sinon ils vont se faire plaisir, quoi. Le deuxième jour aussi, mais là on est toujours au premier jour là-dessus, mais il parle...
Déjà du deuxième jour, je suis sûrement allé un peu vite, donc vaut mieux tuer les aiguilles. Effectivement, dans le tunnel 7, sa tête sera toujours là, mais il ne sera lui plus là. Donc vous êtes libre d'explorer. Donc faites-le le deuxième jour du matin. Il y a un personnage qui va tirer sur vous. Vous avez un temps limité pour arriver à cet endroit le deuxième jour au matin et empêcher les aiguilles d'être soignées. L'un des personnages est bien sûr Tanaka. Donc il faut être vraiment rapide. Ouais, en fait, Needless, il a l'air de kill Tanaka dans tous les cas, quoi, carrément. Donc, où faut-tu réussir à tuer les aiguilles avant. Donc, aller dans la ville en passant par le tunnel 7 ou limite par les égouts, comme on a pu voir hier dans la vidéo avec Samari. Je pense que ça marche aussi. Je me suis pas encore tenté, hein, moi, en perso, j'ai pas encore osé essayer de sauver Tanaka. Je pense que ça. Avec Samari, ça deux actions qui sont assez difficiles. Déjà, essayer de finir le jeu. Je sais même pas si vous avez fini le jeu déjà, mais vous allez voir, c'est quand même quelque chose chez Renninger Termina. Vraiment très très cool. Donc ouais, et puis si vous avez des précisions à mettre en commentaire, surtout n'hésitez pas. Je crois qu'il n'y a aucun guide français là-dessus. Donc j'essaye de me chauffer un petit peu. Mais bon, ça fait 15 vues. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez connaissance soit d'un autre guide ou si vous avez des précisions à rajouter dessus. J'hésiterai pas à en faire un short. J'ai refait pas mal de vidéos après avec les commentaires à chaque fois que vous avez mis. Par rapport à tous les anciens guides en fait, hein, donc ça a quand même bien marché. Donc là on peut le voir effectivement qu'il est assez détendu, donc il rentre dans la maison, mais là effectivement il n'y a pas de Tanaka quoi. Alors il était à côté de Tanaka alors qu'il était sur le point de se faire tirer dessus. Alors je ne recommande pas de laisser les trois autres arriver, car une fois le matin du troisième jour arrivé, Tanaka meurt immédiatement si l'autre personnage est en vie, alors qu'il était sur le point de se faire tirer dessus. Donc alors, qui c'est là-haut? Il me semble que c'est à ce moment-là, c'est Pav. Je crois que c'est Pav et Marco, donc signifierait qu'il faut pas les laisser en vie. Hein. Alors je sais pas si c'est Pav et Marco directement, mais Tanaka meurt immédiatement, ouais, alors que je serais toujours en vie. Sinon, le jeu serait fini pour lui le troisième jour du matin. Donc c'est ça, on est maintenant le troisième jour du matin. Tanaka est dans l'appartement moisi, juste ici. C'est imprévisible, juste à cet endroit. Tu connais déjà cet endroit, très improbable. Si tu ne l'as pas connu, consulte le guide de l'appartement Molly pour pouvoir résoudre ce puzzle. Donc ça, c'est un des prochains guides que je vais vous faire, parce que vous risquez d'avoir du mal à le résoudre, ce puzzle-là, effectivement. Une fois que vous auriez compris ce que vous entrez dans la dimension rare, hein, donc il faut rentrer dans la dimension rare, après avoir fait tout l'endroit, vous allez découvrir que Tanaka se tient devant l'effigie que vous devez collecter pour pouvoir terminer le jeu. Donc Danika a grandi en tant que personnage et il voit les choses correctement, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, il a appris ce qu'il doit faire et quel choix il doit le faire. Il prend le jeu au troisième jour du matin, il dit qu'il va venger son partenaire qui est mort. Donc ici, le personnage qui était avec Tanaka le deuxième jour du matin a protégé Tanaka de la mort, mais ce personnage dit que Tanaka est le seul survivant ici. Si vous ne gardez pas ce personnage en vie pendant le deuxième jour du matin jusqu'au troisième jour du matin, Tanaka sera retrouvé mort au même endroit pour s'assurer que cela n'arrive pas. Si vous recrutez l'allié qui était près de Tanaka le matin du deuxième jour et le gardez dans votre rôtissoir de groupe, le matin du troisième jour, Tanaka sera également là, alors assurez-vous que vous ne supprimez pas ce bouclier central qui va vous permettre à Tanaka de vivre plus longtemps pour que vous puissiez terminer ce fucking jeu qu'est Fireninger Termina. Je crois que c'est tout pour Tanaka, j'ai pas pu voir exactement où d'autres il sera en vie à ce stade, alors faites-le. Je suis sûr que si vous entendez parler de ce type, ce gars encore qui ne peut pas vivre, il est vraiment effrayant, surtout quand il meurt sans raison un peu tout le temps, c'est vraiment un mème dans la communauté de Fireninger, on rigole bien de ça parce que Tanaka meurt vraiment tout le temps en fait, c'est un peu pourquoi. Donc prenez soin de ce monsieur, je répète toutes les informations dans un seul post. Donc le premier matin, un baiser dans le tunnel 7, si vous entrez à l'intérieur, ne le faites pas retourner là-bas jusqu'au deuxième jour du matin. Deuxième jour du matin, t'as un délai pour le sauver avant d'être abattu. Au matin, aujourd'hui, tu dois garder l'allié justement qui le protège. Hein. Tanaka le deuxième jour du matin, sinon Tanaka sera encore là. Donc faut vraiment, ça c'est important, va assister au premier jour du matin, va dormir jusqu'au deuxième matin pour que vous puissiez entrer dans la ville avec suffisamment de temps pour pouvoir garder Tanaka en vie. Assurez-vous simplement de tout faire rapidement car il y a une limite de temps comme je l'ai déjà dit avant. C'était le guide de Dark Raccoon sur la façon de garder ce petit gars vivant. J'espère qu'il était pas mal, moi j'ai pas vraiment non plus tout compris mais ça m'aiguille déjà on va dire pour vous faire une première piste et vous faire un deuxième guide plus complet. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez pas rater ça. N'hésitez pas à mettre les commentaires
aussi si vous avez d'autres astuces. Et de toute façon, je vais revenir avec l'énigme du Pulse justement et de la laverie là avec la machine à laver. Je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Force à tous. Il y a un mème dans la communauté Fear and Hunger, un mème très intéressant sur le nombre de fois où le vendeur Tanaka peut mourir tout le long du jeu. Il est vraiment très difficile de le garder en vie. Et je suis d'accord, dans une certaine mesure, c'est ennuyeux en plus de le garder en vie. Mais croyez-moi, Samari est beaucoup plus difficile à garder en vie. Pourquoi ? Parce que Tanaka, vous pouvez sauvegarder autant de fois que vous souhaitez. Alors que Samari, si vous ne la sauvez pas dès le début, elle meurt. Donc sinon, vous devez utiliser une ressource précieuse qui est cette statue justement du dieu de Fear and Hunger. Mais c'est une ressource très précieuse. Donc le mieux, c'est de la sauver sans sauvegarder du tout. Donc vous devez vous rendre à l'église. Trouver l'arche rouge, trouver Marie et l'envoyer dans le train Samari. Le tout sans mourir. L'église est dans la ville. Ce qui signifie que dès le départ, vous devez traverser une grande partie du jeu en courant et éviter de nombreuses rencontres qui peuvent facilement vous tuer. Ne vous inquiétez pas. Remix est là pour tout vous expliquer. Nous allons voir comment sauver la deuxième fille. Allons-y. Il y a une compétence qui vous facilitera vraiment la vie dans le jeu en général. C'est la compétence lockpicking, crochetage de serrure. Cela vous permettra d'accéder à des ressources, telles que la maison du village, qui contient une arme à feu sans utiliser une petite clé qui n'est pas nécessaire. Avoir cette compétence facilitera la difficulté. Ensuite, il y a deux façons d'accéder à l'église. Soit par l'avant, en passant par la ville, ou par l'égout, après avoir utilisé un ascenseur auquel on peut accéder après avoir résolu l'énigme de l'égout, justement. Toutes les énigmes sont disponibles, bien sûr, sur ma chaîne. Vous devez passer par l'égout et ne pas passer par la ville. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'arche rouge à l'intérieur de l'église si vous allez par la ville. Pourquoi la porte ne peut être ouverte en accédant à l'église que par l'ascenseur d'égout? Donc, ne faites pas l'erreur d'aller chercher les déverrouillages de la ville. Passez donc bien par l'égout. Donc, une fois dans l'égout, vous vous trouvez dans la pièce qui contient les panneaux d'accès. Comment résoudre le puzzle de l'égout, c'est aussi vu sur ma chaîne. Donc vous avez qu'à résoudre justement ce puzzle, après l'avoir résolu, continuez simplement et vous devrez éventuellement faire face à un gros aboiement de loup. Après cette montée, on passe par la piste gauche et là, tada, tu débloques l'ascenseur et tu peux accéder à l'église maintenant. C'est pour l'église jusqu'à ce que vous trouviez l'arche rouge. Utilisez l'arc rouge et cherchez Samari. Parlez-lui et maintenant ne soyez pas méchant, puis envoyez-la dans le train. Mission accomplie. Vous demandez peut-être pourquoi certains détails sont dévoilés comme... comment accéder à la salle des panneaux dans l'égout, comment résoudre l'énigme justement des ennemis dangereux, vous devez tout surveiller ou comment recruter un membre du groupe pour faciliter le voyage vers l'église. J'ai fait cela parce qu'une partie du plaisir dans Fear and Hunger est de découvrir les nombreuses surprises que le jeu propose. Donc là justement, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, c'est l'histoire de vous donner suffisamment, là vous pouvez tirer le meilleur parti de Samari justement, vous devez la sauver en tant que Marina qui n'a pas accès à la cueillette dans le train et qui ne peut pas utiliser d'armes à deux mains. Donc je ferai une vidéo peut-être plus détaillée sur Samari si cette vidéo-là fonctionne bien. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur Samari, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Vous avez toutes les autres vidéos pour résoudre les différentes énigmes. En tout cas, ça vous permet quand même, même pour moi, je ne savais pas, on a appris comment sauver Samari aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonne-toi, pouce bleu, n'hésite pas à aller regarder tous les guides. Tu veux une vidéo sur Samari, il suffit de mettre un commentaire. Tu veux un autre guide sur un quelconque sujet, il suffit de mettre un commentaire aussi. Force à tous. Comment sauver Henrik? On va voir ça tout de suite avec Mythonix, donc big up à lui. On va voir ça tout de suite. Marina n'est pas encore là, mais où est Henrik? Le voilà. Henrik est juste ici, caché. Il fait un peu sursauter. Ne vous faufilez pas comme ça. Maintenant, s'il veut bien m'excuser, où va-t-il? Ses yeux parcourent le plafond, apparemment affligé. Que fais-tu ici? Peux-tu entendre? J'entends une horloge, mais je ne vois pas cette fichue chose. C'est vrai, maintenant tu le dis, je peux sentir le romarin, l'ail et je meurs de faim. Il y a une expression folle dans le son. Tu remarques son visage qui te regarde droit dans les yeux et tu te sens définitivement que tu ne peux pas me tromper. Est-ce que tu vas bien? Juste en reniflant l'air, je peux le sentir définitivement. Que cherches-tu? Sors. Désolé pour ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. God damn. Premier, j'étais perdu dans mes pensées. Mais ensuite, ces pensées m'ont consumé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Je suis venu ici pour trouver quelque chose à manger, pas seulement pour moi, bien sûr, de la nourriture pour les gens dans le train. J'ai pensé que pourrait être ma façon d'aider tout le monde dans cette situation. Vous avez vu toute la nourriture sur la table du dîner? C'était le manoir du maire. Il a dû cacher toute la nourriture quelque part. Aidez-moi à trouver le stockage et nous sortirons d'ici. D'accord. Beaucoup d'idées, aucune idée. Fais-moi savoir si tu trouves quelque chose. C'est en bas à droite parce qu'il y a une pièce dans laquelle tu entres et c'est comme si c'était un entrepôt de nourriture. Le battement de cœur de la ville.
Le voici à travers l'entrepôt de nourriture de l'ancienne ville. Mon pote, je l'ai trouvé, tu m'as montré la voie, jackpot. C'est ça, oh ce truc, c'est le fameux trouble bohème. Le maire a dû rassembler tout ça quand la merde a frappé le ventilateur. Tu pourrais te barricader ici pendant des mois avec autant de bonnes choses à portée de main. Je vais chercher les ingrédients pour un bon dîner. Pour combien de personnes? Sûrement 14, juste au cas où. Le désespoir a aussi trouvé quelque chose d'intéressant. Peut-être que tu trouveras une utilité à ça. Tu as la clé des égouts. Oh, c'est bien ce que je pense, tu peux entrer dans la ville avec ça. Dans tous les cas, je te retrouve au train dans 1 minute. N'oublie pas de te joindre au dîner, salut mon pote. Juste attends pour le dîner a l'air bon, Odyssée te nourrit. En fait, de manière étonnamment savoureuse, comme c'était il a adoré, bien Eric a l'air apparemment heureux avec un sourire stupide, il l'a fait, il t'a nourri. C'est génial. Donc là, on peut voir qu'il continue à descendre justement. Je pense qu'il va aller justement dans cette salle de nourriture qui se trouve en réalité juste en dessous du manoir du maire. Hein. Si vous avez exploré le manoir du maire, vous avez connaissance de cette salle. Ensuite, il revient ici. Donc, il a trouvé, donc il dit à Henrik qu'il a trouvé justement l'endroit où est la bouffe, donc jackpot, dit Henrik, hein, tout simplement. Et ça devrait permettre de sauver Henrik au Zistop, ou en tout cas soit de le sauver, soit de le recruter dans l'équipe. Je sais pas exactement comment ça va finir, est-ce qu'on le sauve ou est-ce que juste il nous rejoint dans l'équipe. Donc là on voit en plus que lui il joue avec Osaa, donc tous les ingrédients pour préparer un bon dîner. Il manque peut-être juste une chose, donc pour 14 personnes, donc ça doit être le texte que je vous lisais justement juste avant. Il y avait la vidéo pour sauver Samari, et la vidéo pour sauver Tanaka qui sont disponibles, donc n'hésitez pas. Donc là, ça a l'air d'être assez simple en soi. Hein. Il a parlé à Henrik. Donc Henrik ne peut pas joindre la partie tout de suite, mais il va faire de la nourriture gratuite devant ce jour. Donc si vous le rejoignez ici à ce niveau-là du train, apparemment il va pouvoir vous donner un petit peu à manger. En tout cas, il est en train de faire à manger à ce niveau-là, tout simplement. Et est-ce qu'on peut quand même le recruter? Bon, bah, il n'y a pas de recrutement. En tout cas, il est sauvé. Donc, pour sauver Henrik, par contre, pour faire ça, vous devez être quand même conscient qu'il ne faut pas que vous ayez Abella avec vous. Si vous allez sauver Abella juste avant, vous ne pourrez pas derrière sauver Henrik, parce qu'en fait pour le sauver comme ça, Henrik, tout simplement, faut aller directement au manoir du maire, et du coup c'est Abella qui va se transformer. Cette solution là étant quand même beaucoup plus compliquée, parce que récupérer Abella, ça peut quand même vous simplifier le jeu. Mais en tout cas, vous savez comment maintenant sauver Henrik, empêcher qu'il se transforme directement, qu'il prenne directement sa brûlure de lune et le retrouver à cet endroit-là au niveau du train. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. Moi en tout cas, je savais pas exactement, mais j'apprends toujours. Donc très bonne vidéo de Mythonix, comment sauver Henrik. N'hésitez pas à aller regarder comment sauver Tanaka, comment sauver les autres personnages. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, pouce bleu. Et aujourd'hui, on va voir comment recruter Osaa. Donc vous pouvez le recruter assez facilement. C'est ce qu'il nous précise dès le jour 1. Si vous avez un peu de chance et une bonne RNG, par contre, ça sera plus facile de l'attraper justement avant before day, before la 3e nuit. Donc ça sera quand même plus, il risque d'apparaître avant la 3e nuit. Donc ça va être un petit peu compliqué. Osaa, c'est pas forcément le personnage le plus simple à recruter. Donc si vous avez aussi des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'abord, il va nous demander de draw Venushka, donc le sigle de Venushka à cet endroit-là. Donc vous l'avez reconnu, c'est l'endroit où Tanaka ou une des premières rencontres en tout cas avec Tanaka. Il vous suffit de graver ce sigle à cet endroit là, ça va faire l'arbre ici, et vous allez pouvoir monter justement en haut de cet arbre. Donc là lui on voit qu'il joue avec Marine, Abella et Kalev. J'espère d'ailleurs que toute cette série de vidéos vous plaît. On a vu comment recruter Lévi, comment recruter Marco. Vous pouvez continuer à monter donc juste au cultiste ici, donc avec ses armes, hein. Donc tapez d'abord ses armes, s'il faut je ferai un guide pour vraiment comment tuer ce mob là précisément. Mais étant donné que j'en ai un peu parlé, hein, que les vidéos font plus beaucoup de vues, c'est vrai que ça motive un petit peu moins, mais je vais quand même continuer parce que j'adore ça tout simplement, et je trouve que c'est d'utilité quasiment public. Donc on continue, on voit qu'il continue à monter, hein. Ça a l'air assez simple. En fait, ça a toujours l'air très simple quand on voit, et c'est toujours plus compliqué après à reproduire, hein. Donc il y a le centaure qui est juste ici, so just run from this fight. Donc lui il conseille vraiment de juste run ce fight. Apparemment le centaure là est très très fort, il est très laid, c'est vraiment un des monstres les plus laids des deux Firenhunger réunis, dégueulasse. On voit qu'il a massacré sa Abella mais direct en un coup.
Donc il fuit quoi. Et je pense qu'il vaut mieux fuir et si vous pouvez essayer de sauver la Abella, parce que là il y a la Marine qui a perdu un bras et Abella qui est bien entamée, donc ça l'aide pas, on voit qu'il continue justement à descendre vers là. Il tombe justement sur la nana qui glande un peu, juste like, donc un bunker, trouver le gaz à cet endroit-là, donc pour le générateur, et utiliser l'ascenseur qui est juste après. Là on distingue un Human Centipede vraiment horrible, hein. C'est vraiment une zone qui est très horrible. Stitch est très facile à éviter, et c'est pas un fight vraiment difficile, mais bon, essayez de l'éviter quand même, je pense que c'est toujours mieux d'éviter Stitch. Il y a Needless Comment aussi recruter Olivia dans Fear and Hunger Termina, ça va être super intéressant. Olivia étant en plus moi un de mes personnages assez favoris, je suis assez attaché à ce personnage pour plein de raisons, je pense que ça mériterait une vidéo vraiment à part entière. Dans le deuxième jour, Marco et Tanaka peuvent trouver donc une chaise roulante dans la city, donc un fauteuil roulant. On les voit là avancer, donc ils vont ramener cette chaise roulante au train justement, vous comprenez bien que c'est la chaise roulante d'Olivia. Si Pav est encore en vie, il va attaquer Marco ici. Donc la chaise, tac, qu'est-ce qu'il nous a mis sur la chaise? La chaise est... Alors, leaning against the wall, donc est contre le mur, ouais, tout à fait. Et donc là, on voit que, à ce moment-là, il me semble que Pav, en plus, tue Marco, je suis même assez sûr de ça. Well, live and learn the save. Voilà, Marco se prend une balle, désolé pour le petit spoil, c'est un spoil quand même assez mineur et assez important de toute façon. Si vous voulez recruter Olivia, vous n'avez pas le choix de passer par là. Donc on voit que Pav qui nous engueule, et là à ce moment-là vous pouvez prendre justement la chaise roulante, rentrer justement dans le train, et là à ce moment-là vous allez avoir la scène où vous pouvez recruter Olivia justement. Un petit souvenir de la cité, c'est parfait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir donc soit l'attaquer, bien sûr, mais avec les deux garçons à côté, c'est une mauvaise idée de l'attaquer, à moins que vous souhaitiez lancer un combat aussi contre eux. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de la recruter. Donc un recrutement en réalité qui est assez simple hein, pour Olivia, qui a son utilité aussi, et qui pour moi est un personnage extrêmement intéressant parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'incarner un personnage en fauteuil roulant dans aucun autre jeu, à part dans Fear and Hunger, et son gameplay en fauteuil roulant du coup est très perturbant. Aussi bien à chaque fois moi qu'on l'attaque pour faire les runs où on doit tuer tout le monde, que les moments où on essaie de la recruter comme là, ça me fait toujours extrêmement bizarre en fait d'avoir un personnage vraiment en fauteuil roulant, ça me touche pas mal. Je trouve que ça a jamais été fait dans aucun jeu vidéo, justement d'avoir ce truc là où elle a du mal, je crois, à monter les escaliers, enfin les attaques liées au fauteuil, et puis surtout sa brûlure de lune, où en fait elle s'imagine elle-même comme un être mécanique parce qu'elle se définit que par ça. C'est extrêmement touchant. Ayant eu en plus de légers soucis il y a presque 10 ans avec une jambe, je peux vous garantir que c'est très touchant. Et là avec le bras maintenant, je peux vous dire que c'est très dur en tout cas, et je trouve ça très touchant, et il faudrait que je fasse une vidéo entière sur l'handicap dans les jeux vidéo, ça pourrait être extrêmement intéressant. Enfin bref, j'espère que la vidéo comment la recruter vous aura été aussi utile. Hier on a vu comment recruter Osaha, il y a quelques temps on a vu comment recruter Levi, Marco, donc on arrive quasiment au bout de tous les personnages. N'hésitez pas à mettre un commentaire si besoin, pouce bleu, abonnement bien sûr. Comment recruter Marina et comment l'optimiser dès l'introduction de Fear and Hunger, c'est ce qu'on va voir tout de suite, donc ça va être super intéressant. Apparemment il y aurait un bug, hein. Donc une des raisons actuelles dans Fear and Hunger qui a causé des problèmes à beaucoup de gens, c'est que Marina est censée être kidnappée par un monsieur un jour une nuit. Si vous ouvrez la porte, elle ira mieux, mais seulement pour quelques transformations, elle disparaîtra. Elle est censée apparaître dans la librairie, à l'intérieur de elle, mais le fait qu'elle le fasse réellement est incroyablement incohérent. Je n'ai trouvé qu'un seul moyen de le faire la plupart du temps. Au lieu d'apparaître dans la librairie, elle disparaît simplement de l'existence entière et se cacherait dans une autre dimension, ou quelque chose du genre après de nombreuses enquêtes. On a trouvé quelques solutions de contournement. La première, la plus simple, consiste à demander à Marina de vous rejoindre en permanence depuis le manoir. Si vous jouez en tant que Levi, alors c'est toujours le cas. Cela arrive à tout le monde. Mais si vous attendez qu'au milieu du deuxième jour, le deuxième créneau horaire, celui du milieu, et qu'elle ne quitte pas votre groupe, vous pouvez en fait la recruter plus tôt, si vous le souhaitez, plutôt que de dormir un peu pour passer le temps. De jour à midi, ce qui est important, c'est de ne pas franchir trop de portes avec ce créneau horaire, mais seulement pour 6 transitions d'écran, puis elle disparaîtra. Elle est censée réapparaître sans franchir trop de portes avant ce créneau horaire, mais cela nécessite d'attendre un peu pour la recruter. La plupart des personnages, et elle peut être recrutée plutôt avec une solution de contournement différente, celle-ci la fera sauter complètement d'aller au manoir,
et elle ira directement dans la librairie le premier soir où elle sera recrutable en permanence. Pour cela, vous devez d'abord vous rendre au manoir le premier matin. Pour une raison quelconque, ces deux choses sont vérifiées après le premier matin, même si Marina apparaît la nuit. L'option la plus simple est à nouveau d'ouvrir cette porte maintenant. Et vous pouvez obtenir ici, avant que Marina ne soit là, et ouvre la porte pour que tu rentres et que tu vois qu'elle est piégée dans une pièce ouverte. Mais tu dois le faire le matin. Ta deuxième option est d'empêcher le monsieur d'apparaître. Le tuer ne fonctionnera pas, il faut l'empêcher d'apparaître. Ce qui signifie soit sauver Henrik le premier matin, soit le tuer si vous rencontrez Abella dans les tunnels. Il est alors déjà trop tard pour interagir avec Henrik. Cette option sera invalidée. Et j'ai enfin une solution de contournement, car si vous avez déjà sauvé Marina et l'avez fait apparaître, cela a un coût, vous ne devez pas recruter Lévi et le laisser se transformer en brûlure de lune, qui ne sera pas recrutable en permanence. Vous devez d'abord vous rendre au manoir le premier matin, Kingsley, pour que soit Lévi ne meure pas avant d'arriver à sa brûlure de lune. Au milieu du deuxième jour, vous pouvez simplement la trouver dans la librairie si vous voulez voir quelque chose de bizarre. Vous pouvez aller après West et voir cette scène avec Karen, justement, si vous vous faites tirer dessus après la fin. Vous pouvez demander à Karen de vous rejoindre et si vous avez 2 emplacements de groupe ouverts, elle acceptera et Marina sortira de la dimension dans laquelle elle se cachait pour vous rejoindre en bonus. Voici un petit bonus si vous la recrutez depuis la voiture et aller ensuite à la librairie. Cette interaction très étrange m'est arrivée la première fois que j'ai joué au jeu, donc ça fait penser qu'amener Marina là-bas n'est pas si difficile. En fait, c'est très difficile. Déclencher Lévi en forme de brûlure, d'après ce que je peux voir, toutes les variables sont compliquées. Il y en a beaucoup qui pourraient être à de nombreux endroits, mais il semble que vous ne puissiez réellement l'amener ici que si vous déclenchez cette scène de sniper, un drapeau qui est celui avec Karen et Marina qui se font tirer dessus lors de l'événement lui-même est également assez buggé. C'est si vous vous faites tirer dessus après la fin, vous pourrez la recruter depuis la voiture et aller ensuite à la librairie. Cette interaction très étrange m'est arrivée justement la première fois que j'ai joué au jeu, donc ça fait penser qu'amener Marina là-bas n'est pas si difficile, mais en fait c'est très difficile de réussir à amener Marina jusque là-bas. Donc un autre moyen de l'amener Marina à la librairie. Donc voilà, dites-le moi afin que nous puissions comprendre cela, car cela me dérange. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à poser des commentaires si vous avez d'autres solutions pour recruter Marina à la vidéo. Là, c'est la traduction de la vidéo, juste littéralement. C'est pas effectivement le plus simple. Pour la recruter, pour moi, le plus simple, c'est vraiment dans le manoir du maire, effectivement. Il me semble qu'au jour 1, on la retrouve assez facilement. Voilà, ici, au manoir du maire, on peut la retrouver assez facilement, Marina. Parce qu'elle va se poser là et on peut la recruter assez facilement. J'ai pas tout compris pour la librairie, donc si vous voulez être plus clair, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous laisse avec comment l'optimiser justement dès l'introduction. Force à tous, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. Marina a un début assez polyvalent, tout comme Lévi. Bien qu'elle soit davantage orientée vers la magie étant une utilisatrice de magie, sa faiblesse, c'est un démarrage un peu lent car les sorts nécessitent d'autres compétences et équipements pour vraiment qu'elle brille. Sachez aussi qu'elle ne peut pas utiliser d'armes de mêlée à 2 mains, mais c'est pas vraiment un problème, enfin ça devient un problème uniquement à la fin de la partie. Le premier choix est 3 excellentes options. Honnêtement, il est difficile de se tromper ici, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Le mieux est quand même d'étudier l'alchimie, car les autres récompenses sont en fait assez faciles à obtenir plus tard. De toute façon, obtenir les livres d'alchimie tôt est une très grosse affaire, car cela vous donne accès à des recettes d'objets de guérison qui vous aideront énormément tout au long du jeu, et surtout au début. Donc l'option suivante est de savoir quel dieu adorer. Donc c'est assez intéressant effectivement, j'espère quand même que ça vous aide. Et n'oubliez pas de bien optimiser vos introductions, c'est très très important d'optimiser ces introductions au début de Fear and Hunger. Ça vous permet quand même de commencer avec un personnage optimisé et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc peu importe qui vous jouez, si vous jouez pas Marina, vous jouez un autre personnage, n'hésitez pas quand même à aller voir le guide qui correspond au personnage, et même pour Fear and Hunger 1, le principe était déjà le même. L'introduction est très importante parce que ça modifie vraiment tous vos skills, et je vais aussi de toute façon vous sortir un petit guide général d'astuces sur Fear and Hunger Termina. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater ça. Donc en Dieu, vaut mieux prier pour Grogoroth, vidéo disponible pareil si vous voulez voir comment le battre sur Fear and Hunger 1, parce que c'est sans doute le meilleur en combat sans contexte. Les autres ont des sorts utiles, mais la croissance sont le sort le plus utile de tous, et c'est très difficile de maximiser son affinité, donc vaut vraiment mieux choisir Grogoroth.
qui sera le plus pratique. Les autres dieux sont utiles au combat. Les seuls dieux utiles au combat, c'est le dieu de la peur et de la faim, mais la affinité est assez facile à obtenir. Et Venushka, vous n'avez besoin que de 2 affinités pour ces sorts de combat. Donc bon, faut mieux vraiment focus sur Grogoroth. Le dernier choix de Marina, donc premier choix, étudier l'alchimie, deuxième choix, Grogoroth, et le troisième choix, c'est de prendre quelque chose à lire. Apparemment, c'est une RNG, donc vous n'aurez pas toujours le même livre. Donc après, à voir en fonction de celui que vous préférez, de ce que vous comptez faire derrière. Pour commencer ensuite, comme il faut avec Marina, si vous arrivez à obtenir 2 pierres d'âme, vous allez acheter directement la nécromancie afin de ressusciter les ghouls. Et vous pouvez recommencer, bien sûr, à volonté l'introduction afin d'avoir directement le livre qui vous plaît. Moi, je vais enregistrer cette partie de Marina afin de pouvoir continuer avec elle. On continue, on a déjà vu Lévi, Marco, je risque de faire une V2. On continue avec Dan juste après, puis Abella et Osa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Une vidéo par jour sur Fear and Hunger et il y a vraiment des très très lourdes vidéos qui vont arriver. La goat, la chèvre, la black calèvre, c'est très utile dans Fear and Hunger Termina. On va voir ça tout de suite. On a déjà vu une vidéo comment la recruter. Je vous mets la vidéo de toute façon juste après. Mais il y a une quête secrète qui m'intéresse aujourd'hui. Donc bien sûr, déjà, faut avoir la skin Bible qui est assez simple à trouver. Hein. Vous fouillez dans toutes les bibliothèques. Le sigle à faire dans cette maison vraiment de Tanaka, et cette fois c'est pas le sigle qui fait monter avec l'espèce d'arbre, c'est un sigle qui vous met dans un univers complètement parallèle, donc Mold Each PR 3 times, donc faut le faire 3 fois de suite, c'est vraiment le genre de truc pas forcément intuitif, et à la 3e fois ça permet de créer un changement qui va être intéressant, je le connais pas, hein, je le découvre là avec vous, ça va être super cool, donc entrer The Rare Sigil, in the Kirch Basement, donc à cet endroit-là, ça doit vous parler. Là, il est bien équipé, hein, entre Lévi, Abella et la goat avec, Mold the Clay again, donc encore refaire la même chose, pareil 3 fois de suite, du coup. Heureusement que Mythonix est là, hein, et qu'on a quand même beaucoup de youtubeurs anglais très importants, j'espère pouvoir être autant utile à la communauté française. Donc pareil, 3 fois ici. On est pas trop mal, on finit la sculpture là c'est un peu le Michel-Ange de... Et on a de nouveau cet homme en noir, vous vous en rappelez si vous savez comment recruter la chèvre, sinon restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous saurez tout vous sera dévoilé, comme dirait l'empereur et le futur roi. Si vous n'avez pas écouté ce son de l'empereur, j'aime vraiment beaucoup, c'est très cool, l'empereur, le futur roi, c'est un feat avec un mec qui est très fort aussi, je trouve, j'ai bien aimé son couplet. Donc pour rentrer dans les ténèbres, voilà, bon, l'histoire, effectivement, on se passe. On va avoir je pense pas qu'il y aura une récompense. Hein. Fear and Hunger, c'est pas le genre de jeu où on est récompensé par plus 100 XP. Hein. Donc non, de toute façon, il n'y a même pas d'XP. Donc only it was too good, now was it. Bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est quand même bon de savoir qu'il faut le faire 3 fois de suite. Je pense que déjà, peu de personnes s'en seraient doutées. Vous avez quand même tout le chemin là qui est expliqué sur la vidéo. Le recrutement de la Black Calèvre est assez simple, il arrive juste après. Ça demande aussi des fois de tuer le Woodman, ça peut demander, donc je vous ai intégré ça aussi de toute façon dans ce tuto. J'essaie de faire le tuto le plus complet possible, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je demande pas ça souvent, mais ça peut bien aider. Enfin, je demande pas ça souvent, à chaque vidéo peut-être, mais ça fait toujours plaisir, la famille, vraiment, c'est toujours cool. Donc bon, ça continue un petit peu, effectivement, et on arrive au bout tout simplement. Donc c'est la fin de la quête de la Black Calèvre. Voilà, c'était sa quête un peu secrète. Je pense que c'est vraiment anecdotique, mais en tout cas, si certains kiffent vraiment le personnage, je pense que ça a même sans doute d'autres effets, hein, qui sont peut-être pas juste mentionnés là. En tout cas, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'autres choses. Il parle un peu d'Olmer, hein. Il y a une vidéo sur lui aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Olmer si vous voulez en savoir un peu plus. Je vous laisse avec le recrutement, la Black Calèvre, le Woodman. Force récupérer Black Calèvre, la goat, la chèvre, qui est vraiment un des personnages préférés dans l'univers de Fear and Hunger Termina. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était vraiment un de leurs personnages recrutables favoris. Et pour cause, je pense que c'est un personnage qui est quand même très fort, qui fait pas mal de dégâts.
Donc on va voir comment le récupérer. Le plus simple, c'est avec Marina, parce que vous pouvez avoir la Bible de Rare, si je dis pas de bêtises. Alors il y a peut-être d'autres solutions encore avec d'autres personnages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais en tout cas j'ai trouvé qu'avec Marina, c'était la version la plus simple. Donc déjà, faut éliminer le Woodman. Avec un Murkivial, c'est du one-shot. Murkivial, assez simple à crafter, surtout quand vous avez Marina. C'est un Yellow Vial, donc 2 Golden Champignons, et un Oil qui se trouve assez facilement dans la ville. Vous allez obtenir sa axe, donc son épée qui est très puissante. Là, je me suis permis de couper sa tête aussi, qui ne me sera même pas utile étant donné que je vais me faire éclater dans la run. Mais si vous avez la Bible de Rare, mais du coup, le Woodman, c'est bon. C'est tout ce qu'il vous faut normalement. Là, je lui ai donné une carotte, pareil, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité. Mais en tout cas, avec la Bible de Rare et le Woodman tué, vous allez avoir accès à un endroit dans sa petite maison. Et ça va vous permettre justement de déclencher l'événement qui va vous permettre de recruter la Black Goat. Donc bien évidemment avoir la Bible de Rare, vous pouvez commencer avec Marina, je crois que j'ai commencé avec directement, je suis même assez sûr de ça. Un petit Murkivial, vous one-shotez le Woodman, et on va descendre dans sa maison, juste là. Alors ce qui m'est arrivé, c'est qu'après en repartant, la chèvre a commencé à manger de l'herbe, donc je suis reparti sur la gauche, là où les deux chiens arrivent, et la chèvre a commencé à manger de l'herbe, et elle ne m'a même pas aidé à faire les combats contre les chiens, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut prendre par la droite directement, parce qu'en fait elle peut pas aller à gauche, et l'herbe c'est fait justement pour la laisser là. Est-ce qu'il faut prendre uniquement par la droite pour aller dans la ville? C'est une possibilité, je ne sais pas du tout. Si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai eu déjà un peu de mal à comprendre toutes les informations en anglais pour vous réaliser cette vidéo, mais ça ne pose aucun souci. À force de refaire les runs, on finit toujours par y arriver. Vous allez arriver à cet endroit-là qui est un peu particulier, donc j'ai allumé les bougies et je me suis dit je vais peut-être pas tous les allumer parce que si ça déclenche un événement et que je les allume toutes, je ne pourrai pas vous montrer comment on recrute la chèvre. Donc vous allez à cet endroit, donc sur le petit logo qui va être juste là, il va falloir faire le bon dessin. Donc on a une vieille ici, j'ai beau lui parler, je crois qu'on gagne rien, et que voilà, de toute façon on gagne rien, et ça n'apporte rien du tout. Donc, après ça a peut-être une utilité des fois, mais parce que vu qu'il faut parler à Bella pour l'avoir, mais l'axe très puissante, hein, c'est vraiment une arme assez costaud, donc si vous arrivez à tuer le Woodman dès le début, ça peut être très 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 intéressant pour la suite de votre run, parce que si vous arrivez à avoir Abella et la chèvre, bah vous pouvez normalement, j'ai vu, aller jusqu'au milieu du jeu sans trop de soucis normalement. Donc là, on va se mettre sur ce sigle, on va draw the sigil, donc qui est juste là, c'est le dessin avec l'espèce de 3 ronds qui apparaît de toute façon à l'écran, donc vous avez juste à refaire le même. Moi je l'ai vu sur un youtubeur anglais qui fait du Fear and Hunger Termina. On n'est pas beaucoup hein, effectivement à faire des guides sur Fear and Hunger Termina. En France je crois bien que je suis même le seul. Il y aura peut-être quelques autres, j'en ai vu qui vont arriver, mais il n'y a pas beaucoup de guides. Il y en a quelques-uns quand même en anglais, mais qui restent assez... des survols quoi, ils survolent vraiment, là j'essaie vraiment de rentrer en profondeur, là normalement, de toute façon si vous avez une question, vous la mettez en commentaire, et j'hésiterai pas à y répondre, ou si vous avez une précision. À partir du moment où on a vu le man in black, qui est juste là, donc on peut lui poser des questions, enfin répondre en tout cas à ce qu'il nous demande, et à partir du moment où on l'a vu, normalement on peut recruter la Black Goat. Donc bah déjà c'est d'avoir la Bible de Rare, pour pouvoir dessiner le bon sigle, tuer le Woodman, et tout simplement ça permet de récupérer la Black Goat. Ça a l'air très très simple comme ça, entre la pratique et l'exécution c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le Woodman déjà pour réussir à le tuer, j'ai essayé de le tuer en lui envoyant de la glace au visage, ça marche pas. Donc le Murkivial me paraît être la meilleure solution pour essayer d'éliminer, surtout si vous êtes tout seul comme ça. Si vous arrivez avec Abella, ça sera peut-être un petit peu plus simple, ou si vous arrivez avec un autre protagoniste de l'aventure. Moi je sais pas trop si vous préférez que je vous mette les guides comme ça, ou si vous auriez préféré peut-être la run entière, parce que ça c'est un extrait de 5 minutes d'une run qui dure 37 minutes, où je me fais ensuite éliminer donc dans le donjon par une Abella qui a l'air d'être modifiée. Elle m'a massacré en un coup alors que j'avais le book of Englishment, le book qui permet de sauvegarder, donc un petit peu dégoûté, j'aurais dû sauvegarder en fait au moment là où j'ai récupéré la chèvre. C'est pas grave, ça sert de leçon, et ça permettra de faire une run encore plus belle. Mais la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, c'est récupérer le garde en moins de 20 minutes, et si vous aviez une demande comme ça sur Fear and Hunger Termina, n'hésitez pas à le préciser. J'arrive à la centaine de guides sur Fear and Hunger, je me tâte peut-être à ouvrir un Patreon, ou je sais pas honnêtement...
parce qu'il y a un moment où il va bien falloir que je recherche du boulot, parce que c'est très très long, mine de rien, on se rend pas compte, mais juste une vidéo comme ça prend un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, si vous avez une question ou si il y a un guide que vous souhaitez voir en commentaire. Et est-ce que ça serait une bonne idée d'ouvrir peut-être un Patreon pour vous faire l'intégralité de Fear and Hunger? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que je le ferai de toute façon, parce que la passion. Force à tous, pouce bleu, abonnez-vous, à très vite. Man est l'un des premiers ennemis que vous allez rencontrer dans Fear and Hunger Termina, un des premiers ennemis vraiment difficiles. Pour le battre, c'est assez simple, allez déjà récupérer Abella, donc la vidéo est disponible si vous voulez savoir comment la récupérer. Avec elle, commencez par lui couper les bras, le bras gauche, le bras droit, et ensuite vous allez utiliser Wen Troche, désolé pour l'accent horrible, sur le torse, et normalement ça le one-shot, c'est fini, ou ça va le two-shot. Et vous pourrez passer à l'étape suivante. Si vous n'avez pas vraiment de chance, vous pouvez sinon continuer à l'attaquer comme là sur la vidéo. Et en focus le torse, ça passe. Il fait très mal avec ses tacles, hein, 22 de dégâts. C'est énorme. On voit que Osa, là, il est vraiment en souffrance. Vous pouvez l'avoir beaucoup plus facilement que ça, justement en utilisant ce skill. Là, c'est vraiment pour la présentation. Voilà, en utilisant Wenchtos, ça directement, ça le kill directement. Il y a aussi Needless, on va aussi regarder ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aidé quand même à tuer le Woodman, hein. C'était très simple, le Woodman il apparaît directement, il vous permet surtout de faire la quête de la chèvre. La quête de la chèvre et comment récupérer Abella pour le battre, c'est aussi disponible sur diverses vidéos, donc directement sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu si tu veux voir une vidéo où on explique comment battre Needless. Bienvenue dans cet épisode de cette série super cool, comment tuer, comment sauver et comment trouver quelqu'un. Donc super cool, là on a un épisode qui est fait par Dark Raccoon, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. On va discuter aujourd'hui de Kala ou Caligura, l'un des nombreux personnages dans Fear and Hunger Termina, situé au début du jeu dès que vous sortez du train et vous êtes obligé de parler avec les autres à l'extérieur. Vous pouvez rentrer à l'intérieur et vous verrez Caligura qui se trouve là le premier matin assis à cet endroit dès que vous partez puis revenez dans le train. Si vous quittez l'écran d'ici sans se retourner du train, il ne sera pas là. Donc on peut le voir ici à côté de Marina qui dessine des choses. Il ne sera pas là, il est également assis sur la chaise uniquement lorsque vous n'avez pas pillé la carte qui se trouve sur la chaise à ce stade du jeu. Il n'y a aucun moyen de le tuer et les correctement si vous décidez de les combattre. Tout le monde va vous attraper et ils vont vous résister jusqu'au 3e jour. Oui, là, si vous le tuez, vous allez vous faire capturer. Alors ici, ce n'est pas sûr. Si vous continuez à lui parler, il ne fera que vous repousser et s'éloignera. Il n'y aura aucun changement dans l'histoire à cause de cela. Vous pouvez donc le faire ou vous pouvez simplement décider de l'ignorer. Rien ne changera à cause de cet événement. Vous pouvez facilement récupérer votre carte si vous l'avez manqué. N'oubliez pas de la récupérer et de l'utiliser avec M sur le clavier ou de l'ouvrir avec l'inventaire. La carte va vous être très bénéfique. Vous pourrez également dormir sur la chaise où il était, dormir au cas où vous seriez intéressé à dormir dans le train, ce que les gens savent normalement faire. La deuxième interaction dans le jeu qui peut se produire et qui se produira pour 2 personnages du jeu, qui seront tout d'abord Abella, dans lequel vous pouvez rentrer dans la maison du maire, et cela doit être fait le premier matin, c'est-à-dire que si vous décidez de dormir dans cette maison sans avoir tué le prêtre qui est dans la maison, vous allez vous faire attaquer par Caligura. Je ne peux pas montrer cette scène à cause de YouTube bien sûr, mais vous pouvez imaginer ce qui se passe, je ne l'expliquerai pas, bien sûr, mais c'est une façon de gérer Caligura au début du jeu, afin que vous puissiez avoir ses compétences le plus tôt possible. Le seul personnage qui peut le faire un jour matin à part l'autre, c'est Marco. Marco qui a la même capacité, il peut dormir dans ce lit, cependant il doit faire face au prêtre, parce que s'il ne fait pas, il y a une chance que le prêtre se réveille à la place de Caligura. Et si vous vous demandez si je peux ou non montrer ce qui se passe ici entre Marco, et oui je peux, Caligura vous menacera, vous vous décidez en répondant correctement pour pouvoir sortir de cela. Ce sont des choix que j'ai choisis bien sûr. Si vous ne voulez pas le combattre, puisqu'il n'est pas un ennemi difficile à combattre, vous pouvez continuer et simplement l'attaquer ou répondre mal et vous, je vais le battre. Le combat avec lui est le même qu'avec Abella, les 2 personnages subissent le même combat, c'est-à-dire que Caligura a un tuyau dans le bras, un tuyau rouillé capable de vous étourdir avec une très faible chance et il vous immobilisera pendant 2 à 3 tours, mais il y a quand même très peu de chances que vous soyez étourdi. Caligura a très peu de HP dans le torse, vous pouvez donc vous concentrer sur le torse et gagner facilement, ou vous pouvez vous concentrer sur les jambes et viser la tête. Après c'est à vous de décider comment faire pour ce combat. Je vous recommanderais d'opter simplement pour le torse nu. Si vous avez un V-trouble, lancez-le, il pourrait toucher la tête, 5% de chance de rater. Donc laissez tomber les objets suivants, un tuyau rouillé, une tourte à la viande, un costume, un œuf. Le tuyau rouillé est capable de résister aux ennemis, donc c'est les objets qui lâchent, hein. Il a une très faible chance, comme je l'ai dit,
pouvez l'utiliser, mais je recommanderais une portée si vous voulez étourdir les ennemis qui ont plus de chance, donc peut-être une autre arme. Pour vous faire une construction de Christique, son costume vous donne 5% d'évasion, ce qui est énorme si vous utilisez B et Wave, donc Bob and Wave, et cela vous donne également une chance critique de 5%, défense inexistante, cela, bien sûr... j'ai perdu le texte, donc si vous allez partout, vous avez cette armure. La différence entre Marco et Abella, outre le fait d'être nu, et que cette scène peut se produire dans de nombreux endroits, par exemple certains endroits dans le jeu, comme par exemple le premier étage de l'ancien appartement, il s'est pas montré, j'ai testé le deuxième étage de cet appartement, et ça s'est pas présenté non plus, troisième étage d'un appartement, ça s'est pas présenté non plus, dans la cabane du Woodman, c'est ce qu'on peut voir là tout de suite, testé avec et sans que le Woodman soit vivant, et il ne s'est pas présenté, là où il s'est présenté, c'était à la librairie, si vous n'avez pas accès. C'est où si tu ne sais pas où se trouve le manoir, tu peux aller à la librairie et tu peux décider de dormir. N'oublie pas de descendre le Bobby qui te réveillera au cas où tu dormirais dans ce feed sans les avoir sortis. Cependant, si tu es réveillé par le Bobby, vous aurez toujours la cinématique de Caligura qui vous réveille. La deuxième scène peut se produire chronologiquement, c'est avec Lévi. Donc on va voir juste là, hein, Lévi doit être le premier... Trouvez le premier matin ici, donc en train de descendre dans toute la maison, vous le trouverez coincé là. Toutes sortes de questions le conduira à s'enfuir, cela pourrait être facultatif, mais après cela, il sera retrouvé le premier jour, la nuit, et il sera également retrouvé le deuxième jour au matin. Il sera dans les ruelles de Préville, en direction de l'ouest. Il sera attaqué par Caligura, si tu ne fais rien, ce scénario va assassiner Lévi, tu auras le choix de tuer Caligura ou ne faites rien et laisse-le partir. L'autre choix que vous avez bien sûr est de l'interrompre avant qu'il ne tue Lévi. Sans pitié, hein, Caligura, il va tuer Lévi, ou après qu'il ait tué Lévi, les deux décisions vous amèneront à vous battre avec lui avant même le combat et les gouttes. Vous n'obtiendrez pas l'âme de Lévi si vous lui permettez de tuer, et la dernière fois, donc le laissez pas tuer Lévi, que vous pourrez trouver dans ce jeu, ça sera avec l'événement qui se produit, donc juste après, dont on va parler tout de suite, l'événement avec Henrik, après avoir sauvé Henrik, donc je ferai une vidéo, elle existe, hein, il y a déjà une vidéo pour comment sauver Henrik sur ma chaîne. Donc vous trouverez à la fois Caligura et Henrik au bord du lac, ça va se produire le deuxième jour de l'après-midi. Si vous n'êtes pas là quand cela se produit, Henrik mourra, donc il sera attaqué par Caligura et vous avez la même décision qu'avant cela vous aviez avec Lévi. Vous pouvez l'un ou l'autre, mais à ce moment-là tu peux choisir de tuer Henrik pour obtenir son âme rapidement ou de tuer Caligura, donc tu peux choisir lequel tuer pour obtenir son âme. Tu peux également choisir de ne rien faire et de demander à Caligura de tuer Henrik, ce qui ne te donnera aucune âme si tu décides de le faire comme ça. Pour les interrompre et éviter qu'il meure, ne faites rien, vous devez attaquer Caligura, et même si vous attaquez Henrik, vous êtes mis dans un combat avec Henrik. Vous pouvez décider de tuer celui qui reste après pour obtenir son âme ou le laisser tranquille. Le combat est le même qu'avant et les drops sont les mêmes qu'avant. Maintenant, avant d'entrer dans la forme Moonscroche de la Lune, car cela pourrait être un spoiler pour certains, je vais vous dire comment le sauver. Alors, comment sauver Caligura? Eh ben, c'est facile. Ne laissez pas le jour et la nuit arriver d'abord. Avancez dans la lune, donc le Moonscroche. De nuit, c'est quand nous avons Moonscroche Caligura. Il va être dans les égouts, dans n'importe quel type d'égout, où vous pourrez les voir de face. Il sortira comme ça si vous êtes près de lui. Il vous attrapera si vous êtes loin de lui. Donc en fait, c'est Caligura. Ok, j'ai cru que c'était Paf dans une autre vidéo, il vous attrapera toujours de la même manière, c'est que si vous marchez sur la tuile, il est obligé de vous voir, donc 3 fois, et il sortira de l'eau pour se battre avec vous à la 3e fois où vous passerez sur cette tuile. Vous avez à peu près 3 chances d'éviter le combat, les chances semblent se réinitialiser de temps en temps, une fois que vous êtes loin pendant assez longtemps. Je n'ai pas vraiment testé à quel point vous devez attendre. Si vous battez avec lui, il n'y a pas d'animation de son côté, donc s'il sort sa tête pendant que vous vous déplacez de la gauche ou de là, il ne sortira pas, vous ne ferez que réduire votre temps de réaction. Donc si vous avez fait cela depuis le côté 3 fois, la prochaine fois qu'il va sortir, il se battra instantanément avec vous, il vient d'en haut, alors assurez-vous de savoir maintenant c'est quoi ce combat, n'est-ce pas? Ce combat consiste en les effets suivants. Le poison étant le plus important à gérer, c'est qu'à chaque fois Caligura attaque, il vomira depuis le tour un empoisonnement qui vous ajoute du poison nauséeux, qui est facilement guéri après le combat, bien sûr avec une fiole blanche. Cependant, ça disparaît également avec le V blanc, mais ce que personne ne sait, c'est qu'un effet de statut qui est très effrayant, cela vous avez 2 fois plus de chances de rater, alors qu'il se cumule 2 fois sur vous, ce qui fait moins de précision, mais la chose la plus importante qu'il vous donne, c'est moins de défense, mais
pas lorsque vous êtes immobile. Cela ne se déclenche que lorsque vous vous défendez. Si vous vous défendez avec des nausées, vous subissez beaucoup plus de dégâts. Ne vous défendez jamais avec des nausées, vous n'aurez qu'un seul coup. Ce combat peut être facilement terminé avec les moyens suivants. Tout d'abord, si vous avez un saignement, vous devez empiler le saignement avec lui sur son torse et il mourra au 2e ou 3e tour car le saignement fait beaucoup de dégâts, 1000 HP spécifiquement, et se déclenche avant la 2e attaque qui fait au 2e tour. Donc s'ils ont des mains, ils vont attaquer une fois de plus avec un Kipluk. S'ils n'ont pas de main, ils ne feront qu'un seul Ankipuki. Ce sont des attaques qui peuvent facilement rater si vous êtes aveugle. Le torse avec des éclats de verre ou du poison fumigène n'infligera que 500 de dégâts. Vous voudriez l'utiliser, le feu n'infligera que 500 de dégâts et vous devriez peut-être être prêt à partir. Assurez-vous simplement de ne pas garder le butin de Caligura parce qu'il n'a rien quand il est en moon brûlé. Vous ne pouvez même pas vendre la tête car il n'a pas de tête comme le jeu vous le dit. C'était un des premiers épisodes justement, alors moi j'en ai fait plein, c'est un des premiers de Dark Record, mais c'était un des nombreux épisodes déjà disponibles sur ma chaîne pour comment trouver, sauver et tuer un personnage. On a déjà vu Tanaka, Samari, on a vu plein de personnages déjà, donc si vous avez aimé, assurez-vous de partager cette vidéo avec tous vos proches, avec tous vos amis, ça ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, parce que je diffuse tellement de vidéos sur YouTube et sur TikTok que l'abonnement ferait très plaisir. Ça pourrait me permettre de soutenir la chaîne. PayPal en description si jamais il y a besoin. Il n'est même pas en description d'ailleurs, mais si vous m'envoyez un message, je vous enverrai le QR code du PayPal si jamais vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube. Force à tous et à très vite.